Elle avait traversé 4 États dans une robe empruntée. C'était pour épouser un homme qui, en la voyant, a simplement dit « Non, merci ». Adeline Mercer se tenait sur le quai de Redstone Pass. Elle avait son unique sac de voyage et 31 $ en poche. L'homme qui l'avait fait venir s'éloignait sans un regard en arrière. Toute la ville regardait. Personne n'a bougé pour l'aider. Mais voilà ce qu'il faut savoir sur Adeline Mercer. Elle n'a pas pleuré. Pas une seule fois. Pas là où quelqu'un pouvait la voir. Si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas à la hauteur, restez avec moi. Aimez cette vidéo et indiquez votre ville dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le train avait 4 heures de retard. Adeline avait passé ses 4 heures sur un banc en bois dur à la gare de Pueblo. Elle regardait une famille de moineaux se battre pour une croûte de pain. Quelqu'un l'avait laissé tomber près du mur du fond. Elle avait mangé son dernier biscuit quelque part après la frontière du Kansas, il y a 2 jours. Son estomac avait depuis longtemps cessé de réclamer. Au cours de ses 29 années, elle avait appris une chose. Le corps pouvait être dressé à se taire si on était assez ferme avec lui. La lettre d'Harold Voss était pliée dans la poche intérieure de son manteau. Elle l'avait lue si souvent qu'elle pouvait la réciter, comme certains récitent des vers. Une femme de nature pratique et de caractère stable. Un foyer déjà établi. Un partenariat fondé sur le respect mutuel et un but honnête. Harold Voss avait écrit une belle lettre. Son écriture était soignée, son orthographe impeccable. Le genre d'orthographe qui suggère un homme instruit, bien au-delà de l'école à classe unique. Elle lui avait répondu 2 fois et avait reçu 2 autres belles lettres. Elle avait montré la correspondance à sa sœur, qui n'avait rien dit d'utile, et à sa mère, qui avait dit tout ce qu'il ne fallait pas dire. Et quand elle est descendue du train à Redstone Pass, un jeudi matin de fin octobre, les montagnes se dressaient, acérées et d'un blanc d'os, derrière la ville. Le vent qui en descendait était comme une méchanceté. Elle n'avait pas eu peur. Elle était prête. Harold Voss se tenait sur le quai. Elle l'a reconnu grâce à la photo qu'il avait envoyée. Un homme mince, la trentaine, la mâchoire carrée. Le genre de visage qui rend bien en photo. Il portait un beau chapeau. Il avait les pouces accrochés dans les poches de son gilet. Il observait le train déverser ses passagers avec une attention particulière. Elle avait marché vers lui sur les planches du quai. Son sac dans la main droite, le menton haut. Son expression, quand ses yeux l'ont trouvé, est passée par 3 étapes très rapides. La première fut la surprise. La deuxième était quelque chose qu'elle avait vu toute sa vie sur les visages. Elle n'avait pas de nom pour ça. Sauf que ça ressemblait à une porte qui se ferme. La troisième était une sorte de calcul misérable. Comme un homme qui essaie de faire une addition dont il connaît déjà le résultat. Monsieur Voss, avait-elle dit, car quelqu'un devait parler en premier. Mademoiselle Mercer. Une pause, puis « Vous n'avez pas. Votre photographie était un portrait fidèle, dit-elle. Elle l'était, oui. » Il retira son chapeau et le fit tourner dans ses mains. « Mademoiselle Mercer, je veux être honnête avec vous. » Elle avait su à ce moment-là. Elle l'avait su comme on sait qu'un orage approche. Non pas en le voyant, mais à la façon dont l'air change, à la façon dont les petites choses deviennent silencieuses. « Je pense, » dit Harold Voss, toujours en tournant son chapeau, « que nous avons peut-être eu un malentendu sur la nature de cet arrangement. » Quel genre de malentendu? Il ne répondit pas directement. Il dit « Je suis désolé pour les désagréments de votre voyage. » Puis il remit son chapeau et quitta le quai, et ce fut tout. Elle est restée là un instant qui a semblé plus long qu'il ne l'était. Le quai n'était pas vide. L'employé de la gare déplaçait des marchandises à l'autre bout. Une femme en manteau de laine vert rencontrait quelqu'un, un frère ou un cousin. À la façon dont ils se parlaient déjà en même temps, 2 hommes en vêtements de travail étaient appuyés contre le mur de la gare. Ils observaient Adeline avec l'intérêt détaché des hommes qui n'ont rien de pressé à faire. Elle ramassa son sac de voyage. Elle redressa les épaules. Elle quitta le quai et entra dans la ville de Redstone Pass, au Colorado. Elle ne se retourna pas vers le train, ni vers le quai, ni vers le dos d'Harold Voss qui s'éloignait. Elle n'allait pas pleurer. Elle l'avait décidé sur le quai, dans la même demi-seconde où la porte s'était refermée derrière ses yeux. Elle avait 29 ans. Elle avait traversé 4 États. Et elle n'allait pas pleurer sur un quai public. Pas dans une ville où elle ne connaissait personne. Surtout pas dans une robe déjà retouchée 2 fois. Une robe retouchée parce qu'elle n'était pas une femme menue. Elle n'était pas menue. Elle n'avait jamais été menue. Elle avait fait une paix raisonnable avec cela des années auparavant. Et si Harold Voss n'avait pas pu faire la même paix raisonnable de son côté, alors c'était son échec, pas le sien. C'est ce qu'elle se disait. Et elle y croyait, la plupart du temps. Redstone Pass n'était pas une ville impressionnante. Elle avait 2 rues principales, dont l'une était nettement plus boueuse que l'autre. Un magasin général qui essayait d'être 2 choses à la fois. Une écurie, un barbier, un petit hôtel avec une enseigne peinte à la main que quelqu'un n'avait pas tout à fait terminé. Et plusieurs bâtiments dont la fonction n'était pas immédiatement évidente. Les montagnes envahissaient le bord ouest de tout, immenses et indifférentes. Le vent avait un avis sur tout cela. Adeline marcha jusqu'à ce qu'elle trouve un banc devant le magasin général et s'assit pour faire le point. Ce qu'elle avait, 31 $. Un sac de voyage contenant une robe de rechange, 2 changes de sous-vêtements, une paire de chaussures pratiques, une petite trousse de couture, les lettres d'Harold Voss, un livre qu'elle voulait lire depuis 8 mois, et un sandwich jambon-fromage, enveloppé dans un tissu depuis 3 jours, ce qui n'était probablement plus une bonne idée, ce qu'elle n'avait pas. Une chambre, un plan, une personne dans cette ville qui connaissait son nom, ni une idée claire de ce qui allait se passer ensuite.
Elle avait quitté son poste au bureau du textile à Wichita pour venir ici. Elle avait abandonné sa chambre dans la maison de Madame Dempsey. Elle avait emprunté la robe à sa sœur, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait même pas la vendre. Elle avait écrit à sa mère qu'elle allait se marier au Colorado. Et sa mère avait dit enfin, avec un poids derrière le mot qu'Adeline sentait encore peser sur sa poitrine quand elle y pensait. Elle n'allait pas retourner à Wichita. Elle préférerait trouver du travail à Redstone Pass et dormir sur le sol de l'arrière-boutique du magasin général, plutôt que de retourner à Wichita avec cette histoire à raconter. Les gens la remarquaient. Pas méchamment, pour la plupart, pas tous. Mais elle était une étrangère assise sur un banc avec un sac de voyage et nulle part où aller. Et les petites villes sont observatrices par nécessité. Une femme sortit du magasin général et s'arrêta sur le perron. Deux filles traversant la rue ralentirent. Un homme plus âgé devant le salon du barbier la regarda un instant de trop. Puis détourna le regard avec la culpabilité spécifique de quelqu'un qui vient de penser à quelque chose dont il n'est pas fier. Elle entendit le mot « Harold » prononcé doucement quelque part derrière elle. Donc, la nouvelle se propageait déjà dans la ville. Elle ouvrit son livre et fixa la première page sans en lire un mot. Elle fixait toujours cette page quand une ombre se projeta sur elle. « Vous êtes la femme qu'Harold Voss a renvoyée. » Ce n'était pas formulé comme une question. Elle leva les yeux. L'homme était grand. Pas d'une manière qui semblait conçue pour faire de l'effet, mais à la manière de quelqu'un qui a simplement grandi, puis continué de grandir, jusqu'à ce que la taille ne soit plus qu'un fait à son sujet, comme la couleur de ses yeux. Large d'épaules, un visage qui semblait avoir affronté les intempéries pendant des années et avait cessé de s'en soucier. Il tenait son chapeau à la main, ce qu'elle nota. Les hommes qui tiennent leur chapeau veulent généralement quelque chose, mais ne sont pas sûrs de comment le demander. « Je m'appelle Adeline Mercer », dit-elle, car elle n'allait pas être identifiée uniquement par ce qu'Harold Voss lui avait fait. « Et vous êtes? » « Wyatt Calloway. » Il jeta un coup d'œil à son sac. « Vous avez une chambre à l'hôtel? »« Pas encore. Vous avez de l'argent pour l'hôtel? » C'était une question directe. Elle envisagea de s'en offusquer une demi-seconde, puis décida qu'elle n'en avait pas l'énergie. « Assez pour quelques nuits, dit-elle. Je cherche du travail. » Il resta silencieux un moment. Pas le silence d'un homme qui n'a rien à dire, mais le silence d'un homme qui réfléchit à dire quelque chose et décide s'il doit le dire. Ses mains firent tourner le bord du chapeau une fois, lentement. « Je dirige un ranch de bétail, dit-il, à environ 10 kilomètres d'ici. Mon père vit avec moi. Il est malade depuis un certain temps maintenant. Pas mourant, ou du moins pas rapidement, mais il ne va pas bien. Il ne mange pas correctement, et la maison est dans un état que je n'ai pas le temps de réparer. Vous avez besoin d'une gouvernante. J'ai besoin de quelqu'un qui sache cuisiner, maintenir l'ordre et s'occuper d'un vieil homme qui ne veut pas qu'on s'occupe de lui. J'ai eu 2 femmes de la ville qui ont essayé l'année dernière. L'une a duré 2 semaines, l'autre 4 jours. Qu'est-ce qui a mis fin à l'expérience? Il la regarda fixement. Mon père n'est pas un homme facile. La plupart des gens intéressants ne le sont pas, dit-elle. Quelque chose changea dans son expression. Pas de la chaleur. Exactement. Il était trop tôt pour ça. Mais quelque chose comme une réévaluation. Chambre et pension, dit-il. 12 $ par mois. Ce n'était pas beaucoup. C'était aussi, à ce moment précis, tout. Je voudrais voir la maison d'abord, dit-elle, et rencontrer votre père avant d'accepter quoi que ce soit. C'est juste, dit Wyatt. Il remit son chapeau. J'ai des provisions à récupérer au magasin. Je peux vous y conduire cet après-midi si vous voulez voir. Vous pourrez vous décider après. Elle regarda cet homme, cet étranger dans un manteau usé par le travail, avec un chapeau qu'il n'arrêtait pas d'enlever et de remettre. Elle pensa à ce qu'elle savait de lui, c'est-à-dire rien. Elle pensa à ce qu'elle savait de cette ville, c'est-à-dire rien non plus. Et aux 31 $, et au train qui était déjà parti, et à la chambre d'hôtel qu'elle n'avait pas encore payée. D'accord, dit-elle, cet après-midi. La route menant au ranch Calloway n'était pas une route conçue avec un soin particulier. Elle avait évolué avec le temps, comme les chemins évoluent lorsqu'ils sont utilisés assez régulièrement, usés par les roues de chariots, les chevaux et les intempéries, jusqu'à ce que la terre cède simplement et concède le passage. Elle grimpait à travers les broussailles et les pins pignons et traversait un ruisseau 2 fois. Le deuxième gué était assez peu profond pour que le chariot passe sans problème, mais il était assez étroit pour qu'Adeline s'agrippe au bastingage par réflexe. Wyatt conduisait sans beaucoup parler. Cela ne la dérangeait pas. Elle n'était pas une femme qui avait besoin de conversation pour se sentir à l'aise. Elle regardait les montagnes, le ciel d'un bleu profond et le paysage qui ne ressemblait en rien au Kansas, d'une manière à la fois belle et profondément impraticable. Et elle pensait aux 12 $ par mois, à la chambre et à la pension. Et au fait qu'elle n'avait, au minimum, pas pleuré en public aujourd'hui, ce qui était déjà quelque chose. « Depuis combien de temps votre père est-il malade? » demanda-t-elle quand le silence fut devenu assez confortable. « Bientôt 2 ans, dit Wyatt. Ça a commencé par ses poumons, puis ses articulations. Maintenant, il ne dort pas bien et ne mange pas la moitié du temps. Le docteur vient 1 fois par mois. Il dit qu'il n'y a rien de spécifique que les médicaments puissent soigner. Il dit qu'il doit vouloir aller mieux. Le veut-il? » La mâchoire de Wyatt se contracta. Certains jours. Et les autres jours? Il s'assoit dans son fauteuil, regarde par la fenêtre et ne répond pas quand on lui parle. Elle absorba cette information. Comment s'appelle-t-il? Gideon. Est-ce que quelqu'un lui a demandé ce qu'il veut? Pas ce dont il a besoin, ce qu'il veut vraiment? Wyatt la regarda de côté. C'était un regard bref, mais du genre qui prend la mesure de quelque chose. Il est têtu, dit-il. Ce n'est pas une réponse à ma question. Il se tut de nouveau. Non, probablement pas. D'accord.
Le ranch apparut au détour d'une longue courbe. Elle vit d'abord la grange, puis la maison principale, puis les dépendances. Et enfin, l'image entière s'assembla. Ce n'était pas petit. La maison était à 2 étages, construite en pin et en pierre locale. Elle avait probablement été belle autrefois. Maintenant, elle avait l'air d'un endroit entretenu juste assez pour fonctionner, mais pas assez pour prospérer. La rampe du porche était desserrée à un coin. Le potager du côté sud de la maison était envahi par les mauvaises herbes. Une section de clôture près de la grange devait être remplacée. Rien de tout cela ne la troublait. Ce qui la troublait, c'était l'atmosphère du lieu. La façon dont les fenêtres ressemblaient à des yeux qui avaient cessé de regarder. La façon dont la cour avait cette immobilité particulière qui n'est pas la paix, mais l'absence. Ça a besoin de travaux, dit Wyatt sans s'excuser. Il la regardait l'observer. Oui, dit-elle. Je me suis concentré sur le bétail et la terre. La maison. Il s'arrêta. Ma femme est morte il y a 4 ans. Depuis, il n'y a que mon père et moi. Elle ne dit pas « je suis désolée » car il ne l'avait pas dit pour obtenir sa sympathie. Il l'avait dit pour expliquer quelque chose. Elle respectait la distinction. Je comprends, dit-elle à la place, ce qui n'était pas tout à fait la même chose. Gideon Calloway était dans le fauteuil près de la fenêtre du salon, exactement là où Wyatt avait dit le trouver la plupart du temps. C'était un grand homme, où il l'avait été. Il avait encore la carrure d'un homme imposant, les grandes mains, la largeur des épaules. Mais il s'était ratatiné, comme le font les hommes quand ils perdent du poids trop lentement pour s'en rendre compte, jusqu'à ce que ce soit déjà fait. Ses cheveux étaient blancs et avaient besoin d'une coupe. Il portait une chemise en flanelle qui avait connu de meilleurs jours. Il ne leva pas les yeux quand ils entrèrent. « Père, dit Wyatt, voici mademoiselle Mercer. Elle envisage le poste de gouvernante. » Gideon Calloway leva les yeux alors. Il la regarda comme il regardait probablement tous ces jours-ci, avec l'évaluation patiente et épuisée d'un homme qui a décidé que la plupart des choses le décevront et qui attend simplement d'avoir raison. « Vous n'êtes pas d'ici, dit-il. » Sa voix était plus rauque qu'elle ne s'y attendait. Elle raclait. « De Wichita, dit-elle. C'est un long chemin pour être gouvernante. Je ne suis pas ici pour le titre, dit-elle. Je suis ici pour voir si c'est un travail qui vaut la peine d'être fait. Il la fixa un moment. Tout ce que j'ai mangé dans cette maison depuis 6 mois avait le goût de papier et de déception. Alors, celui qui a cuisiné doit être remplacé, dit-elle. Quand avez-vous mangé un vrai repas pour la dernière fois? Il cligna des yeux. Qu'appelez-vous un vrai repas? Quelque chose de chaud. Quelque chose qui ne vient pas d'une conserve. Quelque chose avec assez de gras pour avoir une vraie saveur. Je ne peux pas manger de nourriture riche, dit-il. Le docteur dit que mon estomac. Je n'ai pas dit riche. J'ai dit un vrai repas. Elle regarda autour de la pièce. Avez-vous un garde-manger ou juste une cave? Il ouvrit la bouche, la referma. Puis, à sa grande surprise, le coin de sa bouche bougea. Pas tout à fait un sourire, mais la reconnaissance de quelque chose. Les deux, dit-il. Elle regarda Wyatt. J'ai besoin de voir la cuisine. La cuisine était pire que ce que l'extérieur de la maison avait suggéré. Elle était fonctionnelle. Elle lui accordait ça. Quelqu'un l'avait gardée assez propre pour éviter un véritable désastre. Mais elle avait l'agencement d'une cuisine organisée par quelqu'un qui ne cuisinait pas. Les choses rangées dans le mauvais ordre, les mauvais outils au mauvais endroit. Un poêle à bois dont le conduit devait être nettoyé avant de pouvoir être utilisé en toute sécurité pour une cuisson prolongée. Le garde-manger avait du potentiel. La cave contenait de bons légumes racines, un baril de porc salé, des haricots secs, de la semoule de maïs, de la farine qui n'avait pas tourné. Elle pouvait travailler avec ça. Elle retourna dans le salon. Gideon était toujours dans son fauteuil. Wyatt se tenait près de la porte, les bras croisés, à la manière d'un homme qui attend un verdict qu'il ne peut prédire. 12 $ par mois, dit-elle, chambre et pension. Je devrais réorganiser la cuisine, ce qui signifie quelques petits achats, probablement moins de 3 $ au total. Et j'ai besoin que vous, elle regarda Gideon, me disiez ce que vous aimiez manger. Avant. Les yeux de Gideon se plissèrent. Avant quoi? Elle soutint son regard. Avant que vous ne cessiez de vous en soucier. Le silence qui suivit fut la chose la plus significative de toute la journée. Ragoût de bœuf, dit finalement Gideon. Sa voix était différente, plus calme et sans armure. Ma femme faisait un ragoût de bœuf avec du romarin et de la bière brune, le premier de chaque mois, à peu près. On le mangeait un vendredi. J'aurais besoin que vous me disiez ce qu'elle faisait d'autre, dit Adeline. Quand vous serez prêt. Vous n'êtes pas obligé de le faire aujourd'hui. Il la regarda longuement, puis il regarda par la fenêtre. Vous pouvez avoir la chambre, dit-il à la vitre. Deuxième porte à droite, à l'étage. Elle regarda Wyatt. Il la regarda en retour avec une expression qui contenait quelque chose d'inattendu. Quelque chose de plus proche du soulagement que de toute autre chose. Elle passa le reste de l'après-midi à faire une liste. Pas de ce qui n'allait pas. Cette liste aurait été trop longue et n'aurait servi à rien. Une liste de ce qui était gérable, de ce qui pouvait être réglé la première semaine, de ce qui prendrait plus de temps. Elle commença par la cuisine, car c'est là qu'elle pouvait faire le plus de bien immédiatement. Et parce que quelque chose qu'elle avait toujours compris intuitivement était que la façon d'atteindre une personne qui a cessé de s'en soucier n'est presque jamais par ses sentiments directement. C'est par son corps, par quelque chose de chaud et de familier qui lui rappelle que le monde contient encore des choses qui valent la peine d'être vécues. Elle fit nettoyer le poêle avant le souper. Elle prépara une simple soupe avec les légumes racines de la cave et un os qu'elle trouva enveloppé dans un tissu dans le garde-manger. Probablement vieux d'une semaine, mais encore bon avec des herbes séchées et assez de sel pour avoir du goût.
Elle fit du pain de maïs dans une poêle en fonte. Quand elle l'apporta à table, Gédéon était déjà assis. Elle ne savait pas si Wyatt avait dit quelque chose ou si l'odeur de la vraie cuisine avait fait le travail. Peu importait. Elle posa son bol. Il le regarda un instant. « Ce n'est pas le ragoût, dit-il. »« Non, acquiesça-t-elle. C'est de la soupe. Le ragoût prend du temps à bien faire. Demain, peut-être, si je peux trouver ce dont j'ai besoin. » Il prit la cuillère. Elle retourna à la cuisine pour lui laisser la dignité de manger sans être observée. De la cuisine, elle pouvait entendre le bruit de la cuillère contre le bol. Dehors, l'obscurité du Colorado tombait, dure et froide, des montagnes. Et le vent faisait ce qu'il avait fait toute la journée. C'est-à-dire rappeler à tout ce qui pouvait l'entendre que ce n'était qu'octobre et qu'il y avait encore beaucoup d'hiver à venir. Adeline se tenait dans la cuisine de la maison d'un étranger, à 10 kilomètres d'une ville où elle était arrivée il y a 8 heures. Elle pensait à Harold Voss, à son chapeau et à son visage passant par ces 3 étapes rapides. Et au enfin de sa mère, et aux 31 $. Et à Gideon Calloway raclant une cuillère contre un bol dans la pièce voisine. Elle n'était pas, décida-t-elle, là où elle s'attendait à être, mais elle était quelque part. Et être quelque part, elle l'avait appris en 29 ans de vie de femme pratique dans un monde qui ne l'est pas. C'était mieux que l'alternative. Elle se lava les mains, ajusta son tablier et alla voir si Gideon voulait plus de pain. Cette première nuit, allongée dans la chambre à l'étage qui sentait le cèdre et la vieille laine, avec les montagnes pressant leur silence contre les fenêtres, Adeline Mercer ne dormit pas pendant longtemps. Elle resta sur le dos, regardant le plafond, et fit le bilan de ce qui s'était passé au cours des 14 dernières heures, avec la même comptabilité minutieuse qu'elle appliquait autrefois aux chiffres trimestriels du bureau du textile. Elle avait été publiquement rejetée par l'homme qu'elle était venue épouser. Elle avait accepté de travailler pour un étranger dans une maison à 10 kilomètres d'une petite ville où elle ne connaissait personne. L'étranger avait un père malade et difficile qui mangeait comme un homme agissant par automatisme. La maison avait besoin de travaux importants. La situation était précaire de manière qu'elle n'avait pas encore pleinement identifiée. C'étaient les faits. Elle les arrangea comme elle arrangeait tout, simplement, sans fioriture. Puis elle pensa au regard de Gideon quand elle avait dit « Avant que vous ne cessiez de vous en soucier », ce petit mouvement au coin de sa bouche. Elle pensa à la façon dont la soupe avait disparu du bol. Elle pensa à l'expression de Wyatt Calloway quand son père avait dit « Vous pouvez avoir la chambre ». Cet éclair de ce qu'elle avait appelé du soulagement, mais qui était peut-être plus proche de la gratitude d'une personne qui se noie si silencieusement que personne ne l'a remarqué. Jusqu'à ce que quelqu'un, à l'improviste, lui tende quelque chose à quoi s'accrocher. Elle n'allait pas réparer cette maison en une semaine. Elle n'allait pas réparer ce qui était brisé chez ces 2 hommes en 1 mois, ou peut-être jamais. Elle n'était pas une femme qui se faisait de grandes promesses sur ce qu'elle allait accomplir, car elle avait découvert que les grandes promesses avaient tendance à s'effondrer sous leur propre poids. Mais la soupe avait été bonne, et Gideon en avait pris 2 bols. Et demain, il y avait le ragoût à penser, et la cuisine à réorganiser, et un garde-manger à inventorier, et 12 $ par mois qui la garderait ailleurs qu'à Wichita, avec une histoire qu'elle ne voulait pas raconter. C'était, décida-t-elle, suffisant pour commencer. Elle ferma les yeux. Dehors, le vent d'octobre descendait des montagnes du Colorado. Et il faisait ce que le vent a toujours fait, c'est-à-dire se déplacer dans le monde sans demander la permission et sans s'arrêter pour s'expliquer. Adeline Mercer, qui n'avait jamais été très douée pour s'expliquer non plus, sentit quelque chose dans sa poitrine. Ce n'était pas tout à fait la paix, mais c'en était proche. Elle dormit. Le ragoût de bœuf prit la majeure partie de la journée suivante. Adeline était levée avant le lever du soleil, ce qui n'était pas inhabituel pour elle. Elle n'avait jamais été une personne qui dormait bien après les premières lueurs. Elle avait allumé le poêle et fait chauffer de l'eau avant que Wyatt ne descende les escaliers en bottes, clairement surpris de trouver la cuisine déjà occupée. « Vous n'avez pas à commencer si tôt, dit-il. Le ragoût a besoin de temps, dit-elle. Asseyez-vous. Il y a du café. » Il s'assit. Elle versa. Il enroula ses mains autour de la tasse et la regarda avec l'attention méfiante d'un homme qui n'est pas encore sûr de ce dans quoi il s'est embarqué. « Mon père s'est levé cette nuit, dit-il. Je l'ai entendu. Il vous a réveillé? Je n'étais pas complètement endormie. » Elle se retourna vers le poêle. « Que fait-il quand il ne peut pas dormir? » Il s'assoit dans son fauteuil. « Parfois, je le trouve sur le porche dans le froid, ce que le docteur lui a dit de ne pas faire. Est-ce qu'il va sur le porche parce qu'il veut le froid ou parce qu'il veut l'obscurité? » Wyatt réfléchit à cela. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais demandé. Vous pourriez essayer de demander. » Il resta silencieux un moment, buvant son café. Puis, il a parlé de ma mère hier soir. Il ne le fait généralement pas. Adeline lui tourna le dos, remuant la marmite qu'elle avait mise en route pour la base du ragoût. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'elle faisait le même genre de soupe que vous. Il a dit que le goût était proche. Une pause. Ce n'est pas rien de sa part. Elle ne se retourna pas, mais quelque chose en elle s'apaisa à ces mots, comme une chose qui s'installe quand elle trouve une surface plane. C'est un début, dit-elle. Wyatt finit son café, posa la tasse et se leva. Je serai dans le pâturage sud la majeure partie de la journée. 2 des hommes réparent une clôture. Je ne serai pas de retour avant la fin de l'après-midi. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Il y a un registre dans le bureau du salon, tiroir du haut. Si vous avez besoin de quelque chose du magasin, écrivez-le, et j'irai en ville demain. D'accord. Il enfila son manteau et sortit. Elle écouta le bruit de ses bottes sur les marches du porche, puis le son de sa traversée de la cour vers la grange. Et enfin, les bruits ordinaires d'une matinée de travail dans un ranch qui montait autour de la maison comme l'eau qui monte.
le bétail dans le pâturage lointain, un cheval qu'on déplaçait, un des ouvriers du ranch criant quelque chose à un autre à travers la cour. Elle reporta son attention sur le ragoût. Gédéon descendit à 9 heures, se déplaçant prudemment dans les escaliers, une main sur la rampe. Elle l'entendit avant de le voir et ne dit rien, le laissant se rendre à son fauteuil dans le salon à son propre rythme. Ses articulations étaient si douloureuses le matin que se presser était impossible. Et elle avait déjà décidé que lui offrir de l'aide avant qu'il ne le demande serait une mauvaise chose. C'était un homme qui avait probablement passé toute sa vie à être compétent et valide. Et elle soupçonnait que ce qui le rongeait autant que la maladie elle-même était la preuve quotidienne de ce qu'il ne pouvait plus faire. Elle lui apporta du café sans qu'on le lui demande. Il prit la tasse, puis il sentit l'air, qui, à présent, avait cette odeur profonde et complexe de viande, d'herbe et de quelque chose de sombre et de savoureux qui cuisait depuis des heures. « Vous avez trouvé le romarin, dit-il, au fond du garde-manger, séché, mais encore bon. » Il regarda son café. Ma femme le faisait pousser sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Elle avait des herbes tout le long de ce rebord. Après sa mort, il s'arrêta. « J'ai remarqué que la fenêtre est bien exposée au sud, » dit Adeline depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. « Si vous vouliez recommencer à faire pousser quelque chose, ça ne demanderait pas grand-chose. » Il ne répondit pas à cela, mais il ne dit pas non non plus. Elle retourna à la cuisine et lui laissa le calme dont il semblait avoir besoin. Au cours des 2 semaines suivantes, Adeline travailla systématiquement dans la maison, de la même manière qu'elle avait autrefois travaillé sur les audits trimestriels au bureau du textile à Wichita. Pas frénétiquement, sans essayer de tout faire en même temps, mais régulièrement, une chose à la fois, réparant d'abord ce qui était le plus urgent, puis s'étendant à partir de là. La cuisine, elle la réorganisa dans les 3 premiers jours. Ce n'était pas une réorganisation spectaculaire. Elle ne jeta rien sans raison, mais elle déplaça les choses là où elles avaient du sens pour quelqu'un qui cuisinait vraiment. Elle nettoya le garde-manger de fond en comble, et elle répara correctement le conduit du poêle, ce qui rendit toute la cuisine plus chaude, plus efficace et plus sûre. Les repas changèrent tout plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Elle ne s'attendait pas à des miracles. Elle s'attendait à des progrès lents et réticents, ce qui était généralement le cas avec les gens qui s'étaient rédifiés par le chagrin et la maladie. Mais Gideon Calloway, il s'est avéré, était un homme pour qui la nourriture avait toujours été primordiale. Pas de manière gloutonne, mais à la manière de quelqu'un qui comprenait que bien manger était une forme de soin pour sa propre vie. Il avait cessé de le faire parce qu'il avait cessé de s'en soucier. Et le ragoût, qui était aussi proche de la version de sa femme qu'Adeline pouvait reconstituer à partir d'une description et de l'étagère à épices d'une femme décédée, sembla atteindre quelque chose en lui qui était encore vivant sous toute la raideur et le silence. Il en prit 3 bols le premier vendredi où elle le prépara. « La bière », dit-il après le 3e bol. Clara utilisait la bière brune de chez Hennessy en ville. « J'ai utilisé ce que j'ai trouvé dans la cave », dit-elle. « Je pourrais prendre celle de Hennessy la prochaine fois. » Il la regarda. « C'était déjà proche », dit-il de la voix d'un homme qui n'a pas fait de compliment à quelqu'un depuis un certain temps et a oublié à quel point cela devrait venir naturellement, mieux que proche. Elle dit merci, débarrassa la table et n'en fit pas toute une histoire. En faire toute une histoire l'aurait embarrassée, et l'embarrasser lui aurait coûté un terrain qu'elle n'avait pas encore fini de gagner. Le travail le plus difficile était les archives. Elle avait remarqué le bureau dans le salon dès son premier jour. C'était un grand bureau à cylindre, fermé, poussé contre le mur entre les 2 fenêtres de devant. Elle ne l'avait pas ouvert car ce n'était pas son bureau et on ne le lui avait pas demandé. Mais à la fin de la 2e semaine, alors qu'elle réorganisait le salon en vue de le nettoyer à fond, elle découvrit que le rideau du bureau était coincé. Et la raison pour laquelle il était coincé était que quelqu'un y avait fourré une pile de papier qui s'était dilatée et avait bloqué le mécanisme. Elle débloqua soigneusement le mécanisme, sortant une épaisse liasse de documents qui se révélèrent être de la correspondance foncière. Des lettres, des cartes, des copies de revendications déposées, certaines remontant à une décennie et plus. Elle était sur le point de les empiler proprement et de refermer le bureau quand une des lettres attira son attention. Pas à cause de son contenu au début, mais à cause de sa date. La date sur la lettre était erronée de 3 ans par rapport à l'événement dont elle parlait. Il s'agissait d'une revendication de droit sur l'eau déposée en 1871. Elle n'était pas experte en droit foncier, mais elle avait passé 6 ans à gérer les archives d'une entreprise, et elle savait reconnaître une anomalie. Elle s'assit au bureau et commença à lire. 1 heure plus tard, elle entendit la porte d'entrée. Wyatt entra du porche et s'arrêta quand il la trouva au bureau de son père. Avec des papiers étalés sur la surface et son front plissé par l'expression de quelqu'un qui a trouvé quelque chose et ne sait pas quoi en faire. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, pas en colère, mais sincèrement incertain. « Le bureau était coincé » dit-elle. « J'essayais de le réparer et j'ai trouvé ça. » Elle leva les yeux. « Quand votre père a-t-il déposé les droits sur l'eau pour le North Creek ?» Il enleva son manteau. « C'était il y a des années, avant que je ne m'en occupe. 1871 ? Quelque chose comme ça. Pourquoi ?» Elle brandit la lettre. Celle-ci est datée de 1874, mais elle fait référence à la revendication originale comme si elle avait été déposée en 68. C'est un écart de 3 ans qui ne correspond à rien d'autre ici. Savez-vous pourquoi la date serait différente? Il traversa la pièce et lui prit la lettre. Il la lut lentement, à la manière d'un homme qui sait parfaitement lire mais ne lit pas beaucoup pour le plaisir. Son visage ne changea pas beaucoup, mais elle vit sa mâchoire se crisper. « Non, dit-il. Y a-t-il un 2e jeu d'archives quelque part? »
Ou votre père s'occupait-il de tout ça lui-même? Mon père s'occupait de tout jusqu'à il y a environ 3 ans. Quand il est tombé malade, j'ai repris le bétail et les baux de pâturage, les droits sur l'eau. Je n'y ai pas regardé depuis longtemps. J'ai toujours supposé que tout allait bien. C'est peut-être le cas, dit-elle. Elle fit une pause. Mais je voudrais regarder le reste avant de l'affirmer. Il regarda la pile de papier sur le bureau, puis il la regarda. Vous savez lire des documents juridiques? Je sais lire tout ce qui contient des chiffres et des dates, dit-elle. J'ai tenu les comptes d'un bureau de textile pendant 6 ans. Ce n'est pas si différent. Elle hésita. Je ne suggère pas qu'il y a un problème. Je suggère qu'il pourrait y en avoir un et que ça vaut la peine de le savoir. Wyatt reposa la lettre sur le bureau. Il resta là un moment, regardant les papiers, puis il tira l'autre chaise et s'assit. « Montrez-moi ce que vous avez trouvé, » dit-il. Et ils passèrent 2 heures à ce bureau avant que Gideon n'apparaisse dans l'embrasure de la porte, attiré par le son de 2 personnes ayant une conversation sérieuse à un volume modéré, ce qui était probablement plus d'activité dans le salon qu'il n'en avait entendu depuis des mois. « Qu'est-ce que c'est? » dit-il. Wyatt leva les yeux. Adeline a trouvé une anomalie de date dans la correspondance sur les droits de l'eau. Gideon resta silencieux. Puis il traversa lentement la pièce et, sans qu'on lui offre une chaise, car la 3e était de l'autre côté de la pièce, il s'assit sur l'accoudoir du canapé. Il regarda les papiers sur le bureau avec une expression différente de sa distance prudente habituelle. Il les regarda comme un homme regarde quelque chose à quoi il a essayé de ne pas penser. « Le dossier Hensley », dit-il. Adeline leva les yeux. « Vous êtes au courant de l'anomalie? Je sais qu'un homme nommé Carl Hensley est passé par ici il y a 9 ans. Il prétendait que le comté s'était trompé sur les dates des droits de l'eau dans ses archives originales. Il disait que le ruisseau avait été classé sous une revendication antérieure et que notre dépôt était invalide. Sa voix était plate, récitant une chose qu'il n'avait pas récitée depuis longtemps. J'ai débattu avec lui pendant 1 an, puis il est parti et j'ai pensé que c'était réglé. Pour qui travaillait Hensley? Il a dit qu'il était indépendant, un arpenteur géomètre. Elle regarda de nouveau la lettre. Cet en-tête n'est pas celui d'un bureau d'arpenteur. C'est une société appelée Meridian Land and Water. Le visage de Gideon se figea. « Vous en avez entendu parler, » dit-elle. « J'en ai entendu parler récemment, » dit-il. « C'est la 2e fois que ce nom apparaît en 6 mois. » Il regarda Wyatt. « L'homme qui est venu en nous, celui que tu as dit de chasser de la propriété. » La mâchoire de Wyatt se crispa. Il a dit qu'il était un acheteur. Il a dit qu'il représentait des investisseurs intéressés par les terres de ranch dans cette région. Il n'a pas mentionné Meridian? Non. Gideon regarda les papiers sur le bureau avec une expression qui n'était pas sa résignation épuisée habituelle. C'était quelque chose de plus ancien et de plus alerte. L'expression d'un homme qui a construit quelque chose et sait ce que ça coûte quand quelqu'un essaie de le prendre. « Il tourne autour », dit-il. « Nous ne le savons pas encore », dit Wyatt. « Nous en savons assez », dit Gideon. Il regarda Adeline. « Quelle partie de tout ça avez-vous examiné? Environ la moitié, dit-elle. Qu'avez-vous trouvé d'autre? » Elle organisa rapidement ses pensées. 3 autres lettres qui font référence aux droits sur le ruisseau avec des dates incohérentes. Une carte qui montre la limite du ranch différemment des 2 autres cartes du dossier. Et une copie d'une évaluation du comté de 81 qui liste l'accès à l'eau comme un accord d'usage partagé plutôt qu'un acte d'usage exclusif. Elle fit une pause. Ce qui est peut-être la façon dont c'est réellement enregistré. Ou peut-être pas. J'aurais besoin de voir les archives du comté pour le savoir. Gideon regarda Wyatt pendant un long moment. Elle a trouvé en 2 heures ce sur quoi j'ai débattu avec Hensley pendant 1 an, sans jamais y voir clair, dit Gideon. Wyatt ne dit rien. Je dois aller en ville, dit Adeline. Pas demain, mais bientôt. Je voudrais voir les archives du greffier du comté si c'est possible. Tu peux venir avec moi quand je ferai la tournée des provisions, dit Wyatt. Elle hocha la tête. Elle commença à empiler soigneusement les papiers, en préservant l'ordre dans lequel elle les avait trouvés. Laisse, dit Gideon. Je veux y jeter un œil moi-même ce soir. Elle s'arrêta. Elle le regarda. Cet homme qui, 1 heure auparavant, était dans son fauteuil près de la fenêtre, le dos tourné au monde. Et elle pensa à ce qu'elle avait dit à Wyatt ce premier matin. Vous pourriez essayer de lui demander ce qu'il veut. Elle poussa les papiers en 2 piles organisées et se leva de la chaise. Il reste du ragoût sur le poêle, dit-elle, quand vous aurez faim. Elle alla à la cuisine et les laissa. De l'autre pièce, après un moment, elle les entendit parler. Pas fort, pas facilement. Avec la friction spécifique de 2 personnes qui s'aiment et ne savent pas très bien comment le dire, qui ont tourné autour de la même douleur pendant des années sans jamais s'y poser. Elle ne pouvait pas distinguer les mots. Elle n'essaya pas. Elle mit la bouilloire à chauffer, nettoya le comptoir et laissa les voix de l'autre pièce être ce qu'elles étaient. Le voyage en ville eut lieu 4 jours plus tard. Wyatt la conduisit sans beaucoup de conversation, ce qu'elle avait fini par comprendre comme étant simplement sa façon de traverser la première partie des matinées. Pas froid, juste intérieur, préparant mentalement ce que la journée allait exiger de lui avant de devoir le faire réellement. Ça ne la dérangeait pas. Elle avait sa propre liste à gérer. Redstone Pass lui parut différent du premier jour, ce qu'elle comprit être dû au fait qu'elle était différente. Elle n'était plus une femme assise sur un banc avec un sac de voyage et aucun plan, ce qui change la façon dont on voit un endroit. La boue dans la rue principale était la même boue. L'enseigne de l'hôtel peinte à la main était toujours inachevée, mais elle s'y déplaçait avec une direction, et cela changeait la géométrie de l'ensemble. Le bureau du greffier du comté était une petite pièce attenante au bâtiment municipal principal,
une appellation généreuse, car le bâtiment n'était pas grand et servait à plusieurs fins simultanément. Le greffier était un homme mince nommé Abbott. Il avait l'attitude de quelqu'un qui a eu raison sur de nombreuses choses au fil des ans et qui n'en a jamais reçu le crédit suffisant. Ranch Calloway, dit Abbott quand elle expliqua ce qu'elle cherchait. Droit sur l'eau, accès au North Creek. Il le dit sans rien vérifier. C'est dans les registres depuis les années 70. Quelle année, dit-elle. Il la regarda un instant. Puis il se leva et alla à ses dossiers. Il revint et l'ouvrit sur le comptoir. Elle regarda l'entrée. Elle nota la date, la classification et le numéro de l'acte dans son petit carnet. Est-ce le dépôt original? Demanda-t-elle. C'est le document enregistré. Oui. Y a-t-il une évaluation antérieure qui montrerait la propriété sous une classification différente? L'expression d'Abbott changea légèrement. Pas de la suspicion, exactement, mais de l'attention. Pourquoi y en aurait-il une? Il y a des documents au ranch qui font référence à l'accès à l'eau différemment de cette entrée, dit-elle. J'essaie de réconcilier la divergence. Il la regarda un moment, puis il retourna à ses dossiers. Il fut parti près de 10 minutes. Quand il revint, son visage avait changé. Il y a une notation secondaire, dit-il. Il posa une feuille séparée sur le comptoir. Déposée en 1879, elle modifie l'entrée originale pour refléter une désignation d'usage partagé. Elle regarda la feuille. Elle regarda la signature en bas. « Qui a autorisé cette modification? » dit-elle. Abbott montra la signature. Elle ne reconnut pas le nom, mais elle le nota. « Est-ce un fonctionnaire du comté? » demanda-t-elle. La mâchoire d'Abbott travailla un moment. « Cette personne a siégé au conseil de l'eau du comté en 78 et 79, dit-il prudemment. Il a démissionné en 1880. Savez-vous pourquoi il a démissionné? Ça, dit Abbott. C'est au-delà de ce qui se trouve dans mes dossiers. Elle copia tout ce qu'elle put et le remercia. Quand elle sortit du bâtiment, Wyatt attendait sur le banc dehors, ayant terminé ses affaires au magasin général. Il regarda son visage. « Tu as trouvé quelque chose, » dit-il. « J'ai trouvé plusieurs choses, » dit-elle. Aucune d'entre elles n'est bonne. Ils retournèrent au chariot et elle lui raconta ce qu'elle avait trouvé, gardant sa voix égale et ses mots organisés. Car elle avait appris que la façon dont on délivre une information détermine si les gens peuvent l'entendre ou s'ils entendent juste le sentiment qui se cache derrière. Il écouta sans l'interrompre, ce qu'elle respectait. Quand elle eut fini, il resta assis sur le siège du chariot un moment sans prendre les rênes. « Quelqu'un a modifié notre acte, » dit-il, à l'insu de votre père, d'après ce que je peux voir. Meridian. La signature ne dit pas Meridian, mais quelqu'un au conseil de l'eau du comté a changé la classification 1 an avant de démissionner. Et Meridian opère dans cette région depuis au moins 1873. Le timing n'est pas une coïncidence. Il prit les rênes. Ses mains étaient crispées dessus. Qu'est-ce qu'on fait? C'était la première fois qu'il disait « nous » d'une manière qui l'incluait sans y penser. Elle n'était pas sûre qu'il l'ait remarqué. Elle, si. Nous avons besoin d'un avocat, dit-elle. Quelqu'un qui s'occupe de droits fonciers et qui n'est pas de ce comté. Il y a un homme à Durango. Fletcher. Mon père a fait appel à lui une fois, il y a des années. Tu peux le contacter? Je peux écrire une lettre aujourd'hui. Alors fais-le, dit-elle, et ne dis rien à personne en ville sur ce que nous avons trouvé. Pas encore. Il la regarda de côté, ce même regard scrutateur qu'il lui avait lancé sur le quai le premier jour. Sauf que maintenant, il y avait quelque chose de différent en dessous. Pas de la suspicion, pas de la méfiance. Quelque chose qui avait commencé à ressembler davantage à de la confiance. Non pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce qu'elle avait fait assez de choses correctement pour qu'elle pousse là, toute seule. D'accord, dit-il. Il secoua les rênes et le chariot avança. Et ils remontèrent la route vers le ranch dans la lumière de fin d'après-midi. Celle qui descend des montagnes sous cet angle qui fait que tout semble brièvement important. Ce soir-là, Gideon s'assit à table pour le dîner sans qu'on ait à l'appeler. C'était une petite chose et elle n'en dit rien. Mais c'était la première fois depuis son arrivée qu'il venait à table de lui-même. Sans que Wyatt n'apparaisse dans l'embrasure de la porte du salon en disant à table, sur le ton d'un homme qui l'a dit trop de fois sans grand résultat. Elle servit la nourriture. Ils mangèrent. Dehors, l'obscurité de début novembre était tombée rapidement et le vent était de retour des montagnes, faisant son travail habituel et minutieux. « Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? » demanda Gideon au milieu du repas. « Assez, » dit-elle. « Nous allons écrire à un avocat à Durango. » Il posa sa fourchette, pas avec alarme, à la manière d'un homme qui choisit de donner toute son attention à quelque chose. « Fletcher? » C'est le nom que Wyatt a mentionné. Gideon reprit sa fourchette. « Fletcher est bon, » dit-il, lent mais minutieux. Il mangea. Clara a toujours dit que ce ranch survivrait à tout ce qui essaierait de le prendre. Il le dit comme les gens disent des choses auxquelles ils ne sont plus sûrs de croire, mais qu'ils essaient à nouveau dans leur bouche pour voir si elles conviennent encore. Adeline regarda Wyatt de l'autre côté de la table. Il regardait son père avec une expression qu'elle n'aurait pas pu décrire précisément, mais qu'elle reconnaissait de l'intérieur. L'expression de quelqu'un qui regarde un être cher revenir progressivement de très loin. Le romarin est presque fini, dit Adeline, car le moment avait besoin de quelque chose d'ordinaire pour l'empêcher de basculer dans le genre de poids qui ferait reculer Gideon à nouveau. Je pensais essayer d'en faire pousser du frais s'il y a un bon pot et de la terre. La jardinière du côté est, dit Gideon sans hésiter, comme s'il y pensait depuis qu'elle l'avait mentionné une semaine auparavant. Clara la gardait là. Bonne lumière. J'y jetterai un œil demain, dit-elle. Le vent pressait contre les fenêtres. La lampe formait son petit cercle de lumière honnête sur la table. 3 personnes assises dans une cuisine qui avait été froide et sombre plus longtemps qu'elle n'aurait dû, mangeant un repas qui n'était pas parfait mais qui était réel.
et disant des choses qui étaient ordinaires, ce qui, à sa manière, était tout. La réponse de Fletcher arriva 17 jours après que Wyatt eut envoyé la lettre. Adeline était dans la cuisine quand Wyatt entra de la route avec l'enveloppe. Elle sut à la façon dont il la posa sur la table, avec précaution, comme on pose quelque chose dont on n'est pas sûr du contenu, que c'était celle qu'ils attendaient. Elle s'essuya les mains et s'assit en face de lui pendant qu'il l'ouvrait. Fletcher écrivait comme Gideon l'avait décrit, minutieusement. 3 pages d'une écriture serrée, couvrant les questions spécifiques que Wyatt avait posées et plusieurs qu'il n'avait pas pensé à poser. Adeline la lut 2 fois pendant que Wyatt la lisait une fois. Et quand ils eurent tous les deux fini, ils restèrent assis dans le genre de silence qui suit une information mauvaise mais pas surprenante. Il dit que la modification est probablement exécutoire telle qu'enregistrée, dit Wyatt. Il dit qu'elle pourrait être exécutoire, dit-elle. Il y a une différence. Il dit aussi que si la modification a été déposée sans notification appropriée au titulaire de l'acte, elle pourrait être contestée. Elle posa la lettre à plat sur la table. Il veut voir les documents de dépôt originaux et la modification côte à côte. Je les enverrai. Envoyez des copies. Gardez les originaux ici. Il la regarda. Tu penses que quelqu'un pourrait les prendre? Je pense que Meridian a été assez prudent pour faire inscrire une modification dans les registres du comté sans que personne ne s'en aperçoive pendant 6 ans. Je préférerais ne pas les sous-estimer. Elle fit une pause. Fletcher mentionne aussi un nom dans le dernier paragraphe. Doyle Renner. Le visage de Wyatt changea. Tu le connais? dit-elle. Renner dirige le bureau régional de Meridian à Gunnison, dit Wyatt. Il est passé par Redstone Pass au printemps dernier. Il a parlé à la moitié des éleveurs de la vallée de la consolidation des accords d'accès à l'eau. Il a fait passer ça pour un arrangement coopératif. La plupart des gens ont dit non. La plupart. 2 des plus petites exploitations ont accepté quelque chose. Je ne connais pas les détails. Elle pensa à la lettre dans sa main, à la carte dans le tiroir du bureau et à la signature sur la modification du comté. Et elle pensa au genre de patience nécessaire pour préparer le terrain pendant 6 ans avant de passer à l'action. Ce genre de patience suggérait de l'argent et de la confiance à part égale. Ils vont revenir, dit-elle. La lettre de Fletcher a 3 semaines quand elle nous parvient. Si Meridian agit dans cette région, ils n'attendent pas que nous comprenions les choses. Comme pour répondre à cela, ils entendirent des bruits de sabots dans la cour 2 jours plus tard. Il y en avait 2. Adeline étendait le linge sur la corde à linge du côté sud de la maison quand les cavaliers arrivèrent par la route. Elle les observa de là où elle se tenait. 2 hommes en beaux manteaux sur de bons chevaux, ce qui signifiait qu'ils n'étaient pas des ouvriers de ranch. L'un était plus âgé, avec un visage carré et la posture délibérée d'un homme qui a passé des années dans des pièces où la posture comptait. L'autre était plus jeune, portant une sacoche sur sa selle. Wyatt était dans la grange. Il sortit en entendant les chevaux et traversa la cour, les mains ballantes le long du corps. L'homme plus âgé se présenta comme Reginald Price. Il dit qu'il représentait Meridian Land and Water. Il le dit agréablement, de la manière dont on dit quelque chose que l'on sait qui va faire mal et que l'on a décidé de ne pas adoucir. Adeline contourna le coin de la maison, portant toujours le panier à linge vide. Price la regarda brièvement puis reporta son attention sur Wyatt, ce qui était un calcul qu'elle reconnut. Elle était la gouvernante, et les gouvernantes ne faisaient pas partie de la négociation. Nous avons été en contact avec le bureau de l'évaluateur du comté, dit Price. Comme vous le savez peut-être, il y a une modification enregistrée à la classification des droits sur l'eau de cette propriété, datant de 1879. Elle désigne l'accès au North Creek comme un usage partagé plutôt qu'un acte exclusif. Nous représentons un consortium d'intérêts qui détient des revendications antérieures en vertu de cette classification d'usage partagé. Je suis au courant de la modification, dit Wyatt. Quelque chose changea légèrement dans l'expression de Price. Il ne s'y attendait pas. Alors vous comprenez que votre utilisation actuelle de cet accès à l'eau est en dehors des termes de l'accord enregistré. Je comprends qu'il y a une modification enregistrée, dit Wyatt. Je n'accepte pas qu'elle ait été légalement déposée. Price sourit du genre de sourire que les hommes utilisent quand ils veulent paraître patients. Je crains que les archives du comté ne parlent d'elles-mêmes. Alors nous laisserons un juge les lire, dit Wyatt. Le sourire resta. Monsieur Calloway, un litige dans cette affaire serait coûteux et prendrait du temps. Nous sommes prêts à offrir un règlement au prix du marché pour les droits sur l'eau, ce qui vous permettrait de continuer à exploiter le ranch sans interruption, tout en résolvant la question juridique de manière simple. Adeline posa le panier à linge sur la marche du porche. Quel chiffre Meridian considère-t-il comme le prix du marché? Demanda-t-elle. Price la regarda de nouveau. Cette fois, il ne détourna pas le regard. Il recalibrait quelque chose derrière ses yeux. Je suis désolé. Et vous êtes? Adeline Mercer. Je gère les archives du ranch. Elle garda sa voix exactement aussi agréable que la sienne l'avait été. Quel chiffre? Il le lui dit. Elle ne dit rien pendant un moment, ce qui était la bonne réponse. Car le chiffre qu'il nomma était environ 40% de ce que valait l'accès à l'eau pour une exploitation bovine de cette taille. Ce n'est pas une offre au prix du marché, dit-elle. C'est un paiement pour éviter les ennuis. Vous espérez que nous l'accepterons pour éviter les frais de vous combattre. L'amabilité de Price s'amenuisa légèrement. Madame Mercer, c'est une affaire juridique et je suggère que nous ayons un conseiller juridique, dit-elle. Son nom est Fletcher.
de Durango. Il a déjà examiné la modification et a quelques questions sur les procédures de notification qui ont été suivies lors de son dépôt. Si ces procédures n'ont pas été correctement respectées, la modification pourrait ne pas être valide en vertu de la loi de l'État. Elle fit une pause. Je suis sûr que les avocats de Méridien sont déjà au courant de cette question. Je suis curieuse de savoir pourquoi vous êtes ici à faire des paiements pour éviter les ennuis au lieu de laisser les avocats s'en occuper. Un long silence. Nous vous recontacterons, dit finalement Price. Lui et le jeune homme firent demi-tour avec leurs chevaux et repartirent sur la route sans un mot de plus. Wyatt les regarda partir. Quand la poussière retomba, il se tourna pour regarder Adeline. Elle ramassa le panier à linge. « Je ne sais pas si tout ça était correct, » dit-elle doucement. La partie sur les procédures de notification. Je l'ai lu dans la lettre de Fletcher, mais je ne suis pas avocate. Ça a marché, dit Wyatt. Ça a marché aujourd'hui, dit-elle. Ils reviendront mieux préparés. Elle avait raison sur ce point. Le contact suivant de Méridien ne fut pas une visite personnelle. Ce fut un avis formel, délivré par le bureau du comté. Il informait le Ranch Calloway d'un examen administratif en attente de la classification des droits sur l'eau, initié par les représentants légaux de Méridien. L'examen était prévu dans 6 semaines. C'était le genre de document conçu pour paraître inévitable. Sources officielles, langage formel, date et numéro de référence. L'équivalent papier d'un grand mur de pierre. Wyatt l'apporta à Gideon. Gideon le lut 2 fois, assis dans son fauteuil près de la fenêtre qui avait maintenant un petit pot de romarin sur le rebord. Adeline avait trouvé un pot en argile dans la cave et l'avait rempli de terre du bord du potager début novembre. Et la plante avait surpris tout le monde, y compris elle, en poussant réellement. Il lut le document 2 fois, puis le plia le long de ses plis d'origine et le posa sur la table d'appoint. Je savais que Hensley n'en avait pas fini, dit-il. J'aurais dû insister davantage quand j'en avais l'occasion. Tu t'occupais d'autre chose, dit Wyatt. J'étais assis dans un fauteuil à m'apitoyer sur mon sort, dit Gideon sans apitoiement particulier. Il le dit factuellement, comme on décrit la météo. Il y a une différence. Il leva les yeux. Où est Adeline? Au bureau, dit Wyatt. Elle est dans les archives depuis hier matin. Gideon se leva de son fauteuil. Il traversa la pièce lentement, mais avec quelque chose dans sa posture qui n'était pas là 3 semaines auparavant. Une direction, un sentiment d'avoir un but. Adeline était au bureau à cylindre, la lampe rapprochée et des papiers en 3 piles organisés autour d'elle, et un carnet ouvert à côté d'elle qui comptait maintenant plusieurs pages d'une écriture petite et dense. Elle avait sur le visage une expression que Wyatt avait commencé à considérer comme son expression de travail, pas distraite, mais complètement intérieure, traitant quelque chose qui avait toute son attention. Elle leva les yeux quand ils apparurent tous les deux dans l'embrasure de la porte. « Asseyez-vous, » dit-elle, « tous les deux. Je dois vous montrer quelque chose. » Ils s'assirent. Elle posa un morceau de papier au centre du bureau. C'était une lettre, ancienne. Le papier légèrement jauni, l'encre estompée, mais lisible. C'était au fond du tiroir arrière, dit-elle, sous un faux panneau. Je ne sais pas si Gideon l'a mis là ou si c'était là avant. Gédéon se pencha en avant. Il regarda la lettre pendant un long moment. Son visage devint très immobile. « J'avais oublié ça, » dit-il. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Wyatt. « En 1879, » dit Adeline, « quelqu'un a contacté le conseil de l'eau du comté pour reclasser l'accès au ruisseau sur cette propriété. Le membre du conseil qui a approuvé la modification était un homme nommé Creel. Ce que je ne savais pas avant de trouver cette lettre, c'est que Creel a écrit à votre père avant de signer la modification. Il lui demandait la permission de reclasser l'accès par courtoisie. Ai-je donné la permission? Dit Gideon avec le ton prudent d'un homme qui ne s'en souvient vraiment pas. Non, dit Adeline, vous avez répondu. Elle retourna la lettre. De l'autre côté, d'une écriture forte et un peu plus jeune, se trouvait une réponse. 3 paragraphes, directs et sans ambiguïté. Je ne consens à aucune reclassification de l'accès au North Creek. L'acte tel que déposé en 1871 représente le statut juridique correct de ce droit sur l'eau, et je n'ai aucun intérêt à une modification. La lettre était signée, datée, 2 semaines complètes avant que la modification ne soit officiellement enregistrée. La pièce fut silencieuse un moment. Il a déposé la modification quand même, dit Wyatt. Il l'a déposée quand même, dit Adeline, ce qui signifie que la modification a été enregistrée après une objection écrite explicite du titulaire de l'acte. Si c'est le cas, l'argument de la notification soulevée par Fletcher n'est pas seulement une question, c'est une violation documentée du processus. Gideon se rassit dans son fauteuil. Il mit une main sur sa bouche comme le font les gens quand ils contiennent quelque chose qu'ils ne veulent pas laisser sortir de la mauvaise manière. Nous devons faire parvenir ça à Fletcher, dit Wyatt. Je vais faire 2 copies aujourd'hui, dit Adeline. J'en veux une dans cette maison et une ailleurs, quelque part qui ne soit pas sur cette propriété. Elle regarda Wyatt. Y a-t-il quelqu'un en ville en qui tu as confiance? Il réfléchit un moment. Le docteur Briggs, c'est lui qui m'a mis au monde. Il a gardé des secrets plus lourds que celui-ci. D'accord. Elle prenait déjà une nouvelle feuille de papier pour commencer à copier. Je veux aussi que tu écrives à Fletcher aujourd'hui et que tu lui parles de la date de l'examen administratif. 6 semaines, ce n'est pas beaucoup de temps. Il doit le savoir immédiatement. J'irai en ville cet après-midi, dit Wyatt. Gideon n'avait pas bougé. Il regardait la lettre, sa propre écriture plus jeune, les mots qu'il avait écrits en 1879, disant non clairement et simplement, qui avait été classé dans un tiroir, enterré et ignoré pendant 6 ans, pendant qu'une société réécrivait l'histoire de sa terre sans lui. J'ai construit ce ranch à partir de rien, dit-il.
Il le dit doucement, sans drame. Mon père avait 40 acres de mauvaise terre dans le Missouri. Je suis venu ici avec 2 chevaux et un chariot. Et j'ai construit cet endroit à travers 20 ans de travail que je ne peux décrire adéquatement à personne qui ne l'a pas fait. Il fit une pause. Clara est enterrée sur la colline nord. Elle est enterrée sur notre terre. J'ai besoin que ça reste notre terre. Ni Wyatt ni Adeline ne dirent rien. Il n'y avait rien à dire qui ne soit déjà compris. Fletcher arriva en personne 3 semaines plus tard. C'était inattendu. Wyatt lui avait écrit 2 fois de plus et avait reçu 2 autres lettres, mais il n'avait pas dit qu'il venait. Il se présenta un mardi matin dans un chariot de location de Redstone Pass. Un homme compact dans la cinquantaine, avec une barbe grise et les yeux vifs et légèrement impatient de quelqu'un qui a passé une longue carrière à séparer ce qui compte de ce qui ne compte pas. Il s'assit à la table de la cuisine et examina tout ce qu'Adeline avait organisé, copié et annoté au cours des 6 dernières semaines. Il ne parla pas beaucoup pendant qu'il lisait. Il but le café qu'elle lui servit et il lut. Parfois, il émettait un petit son qui n'était ni positif ni négatif. Une fois, il posa un document et fixa le plafond pendant 30 secondes avant de le reprendre. Quand il eut fini, il regarda Adeline. « Qui a organisé ça? » demanda-t-il. « C'est moi, dit-elle. Vous êtes avocate? » « Non, je tenais les comptes d'un bureau de textile. » Il la regarda un moment, comme quelqu'un qui met à jour une évaluation. « La lettre de Gideon à Creel est significative, dit-il. Elle ne nous garantit pas une victoire, mais elle change considérablement la nature de l'argument. Ce que nous avions avant était une question de procédure. Ce que nous avons maintenant, c'est une preuve documentée de mauvaise foi. » Il tapota les copies qu'elle avait faites. La question est de savoir si Creel a agi seul ou s'il a été dirigé. S'il y a un lien entre Creel et Meridian qui précède la modification, il pourrait y avoir, dit Adeline. Tout le monde la regarda. Elle sortit la dernière feuille de son carnet. Une page qu'elle n'avait montrée à personne encore, car elle ne l'avait comprise que la veille au soir. Meridian Land and Water a été constitué en 1872. J'ai trouvé une trace de leur premier dépôt dans la correspondance que votre père a gardée du bureau du comté. L'un de leurs membres fondateurs du conseil d'administration partage un nom de famille avec Creel, pas le même prénom. Ça pourrait être une coïncidence. Mais la ville qu'ils ont indiquée comme leur adresse d'exploitation en 1872 est Gunnison, où se trouve maintenant le bureau régional de Renner. Wyatt dit « Oui ». Fletcher prit sa tasse de café, la trouva vide et la reposa. Adeline la remplit sans qu'on le lui demande. « Si ce lien est réel, dit-il, nous ne parlons pas d'un litige foncier local. Nous parlons d'un stratagème coordonné qui dure depuis des années sur plusieurs propriétés. » Il regarda Wyatt. « Êtes-vous prêt pour ce que cela signifie? » Si nous allons plus loin que l'examen administratif, cela devient une action en justice contre une entreprise aux ressources importantes. Ils se battront. Ils examineront tout ce qui concerne ce ranch, cette famille, chaque dette, défaut et désaccord aussi loin qu'ils pourront remonter. Il n'y a rien à trouver, dit Gideon depuis l'embrasure de la porte. Fletcher regarda l'homme plus âgé. Il n'y en a jamais jusqu'à ce qu'il y en ait. Je ne doute pas de votre intégrité, Monsieur Calloway. Je vous dis ce qu'ils feront. Laissez-les faire, dit Gideon. Il entra dans la cuisine et s'assit à la table. Il se déplaçait mieux qu'auparavant. Toujours lentement, toujours avec soin, mais avec moins de la prudence délibérée d'un homme qui rationne la force qui lui reste. Ma femme est enterrée sur cette terre. Mon fils est né dans cette maison. J'ai une lettre que j'ai écrite en 1879 leur disant « non ». Et ils ont continué quand même. Il regarda Fletcher directement. « Je veux me battre ». Fletcher regarda Wyatt. Wyatt regarda Adeline un instant, juste brièvement, juste un regard qui portait plus qu'un regard habituel. Puis il se retourna vers Fletcher. « Nous nous battons », dit-il. L'audience d'examen administratif eut lieu dans le bâtiment municipal de Redstone Pass. Un matin gris de décembre, avec de la glace sur la route et un vent descendu des montagnes avec quelque chose à prouver. Meridian envoya 3 hommes. Price, qu'Adeline avait rencontré dans la cour, et 2 avocats de Denver. Ils avaient l'assurance et l'impatience légère de gens habitués à arriver dans de petites villes et à résoudre les choses rapidement. Fletcher avait rédigé une réponse formelle à l'examen administratif. Elle faisait 11 pages et était, selon Adeline, l'un des documents les plus précisément organisés qu'elle ait jamais lus. Il l'avait déposé auprès du comité d'examen 10 jours avant l'audience, ce qui signifiait que les membres du comité l'avaient déjà lu quand tout le monde s'est assis. Et l'atmosphère dans la pièce, quand les avocats de Meridian sont entrés, n'était déjà pas ce à quoi ils s'attendaient. L'audience était menée par un fonctionnaire du comté nommé Marsh. Il était visiblement mécontent de se trouver au milieu de tout ça et n'arrêtait pas de tirer sur son col. La pièce avait une douzaine de chaises le long du mur, et la plupart étaient occupées. La nouvelle que le ranch Calloway se battait contre Meridian s'était répandue en ville. Et dans une région où Meridian avait discrètement acquis des droits sur l'eau pendant des années, ce n'était pas une petite nouvelle. Adeline s'assit à côté de Fletcher à la table des défendeurs. Elle n'avait pas prévu de s'asseoir là. Elle avait prévu de s'asseoir sur les chaises le long du mur. Mais Fletcher lui avait indiqué la chaise à côté de lui sans cérémonie, et elle s'était assise. Et maintenant, elle était à la table avec Gideon et Wyatt de l'autre côté d'elle, et les 3 hommes de Meridian de l'autre côté de la pièce. Et elle était consciente du poids de ce que c'était, d'une manière qui lui glaçait les mains. Price croisa son regard de l'autre côté de la pièce. Il lui a lancé un regard qui n'était pas tout à fait menaçant. Ça aurait été trop évident. Mais ce regard communiquait qu'il savait qui elle était, et qu'il n'avait pas oublié leur conversation dans la cour. Il montrait aussi qu'il ne considérait pas sa présence à cette table comme un problème sérieux. Elle soutint son regard un moment, puis se retourna vers ses papiers.
Fletcher commença par l'argument de procédure, clair, documenté, sans excuse. Il présenta le dépôt de 1871. Il présenta la lettre de Gideon à Creel. Il présenta la modification datée de 2 semaines après cette lettre. Il laissa la séquence parler d'elle-même. L'avocat principal de Meridian, un homme nommé Aubert, qui avait une bonne posture et une raie très précise dans les cheveux, répondit avec ce qui était, Adeline le concéda en privé, un argument compétent sur les instruments enregistrés et l'autorité du comté. Il était bon, il était habile. Il n'a pas directement reconnu la lettre entre Gideon et Creel, ce qui était le signe qui lui a dit que la présentation de Fletcher avait eu plus d'impact que ce à quoi Meridian s'était préparé. Puis Fletcher présenta le lien de nom de famille entre Creel et le conseil fondateur de Meridian. La pièce changea. Ce n'était pas spectaculaire. Il n'y eut pas de soupir, pas de réaction visible de la table de Meridian. Mais quelque chose changea dans l'air de la pièce, comme l'air change quand quelque chose d'invisible a été nommé. Marsh, le fonctionnaire du comté, arrêta de tirer sur son col et commença à écrire quelque chose. Un des membres du conseil se pencha vers un autre et dit quelque chose très doucement. Aubert demanda une suspension de séance. Pendant la suspension, Adeline se tenait près de la fenêtre sur le côté de la pièce. Wyatt vint se tenir à côté d'elle. Ils ne parlèrent pas pendant un moment. Dehors, la rue de Décembre était calme, la glace brillante, un chien se déplaçant prudemment le long du trottoir opposé. « Est-ce que c'est suffisant? » demanda Wyatt. « Je ne sais pas, dit-elle. C'est assez pour leur poser un problème. Quant à savoir si c'est assez pour gagner, elle s'arrêta. Fletcher saura mieux que moi. Il n'arrête pas de te regarder, dit Wyatt. Il parlait de Price. Sa voix était égale, mais quelque chose en dessous ne l'était pas. Il essaie de comprendre qui je suis, dit-elle. Qui tu es? D'où je viens, si je peux être gérée. Elle le dit sans amertume. C'était juste ce que c'était. Les gens voient une femme qui ne correspond pas à la catégorie dans laquelle ils l'ont mise, et ils dépensent beaucoup d'énergie à essayer de la placer quelque part qui a plus de sens pour eux. Wyatt resta silencieux un moment. Il fait une erreur, dit-il. Oui, dit-elle. Il en fait une. La suspension de séance prit fin. Ils retournèrent à la table. L'audience se termina sans résolution. Le comité prit l'affaire en délibéré, ce qui était le terme officiel pour. Nous avons besoin de temps pour décider quoi faire de ça. Fletcher dit que c'était le meilleur résultat possible pour aujourd'hui. Une résolution en faveur de Meridian aurait été pire qu'un délai. Un délai signifiait que le comité était incertain, et l'incertitude était quelque chose avec quoi travailler. Dehors, sur les marches glacées du bâtiment municipal, Price passa assez près pour parler doucement. « Ça ne se termine pas ici, dit-il. » Il ne s'adressait pas à Wyatt. Il s'adressait à Adeline. Elle le regarda. « Je sais, dit-elle. » Il continua son chemin. Gideon, qui était juste derrière elle et avait entendu, vint à côté d'elle sur les marches. Il respirait prudemment dans l'air froid, ses expirations formant de petits nuages. Elle réalisa après un moment qu'il ne peinait pas. Il se tenait simplement droit dans l'air d'hiver et le respirait. « Vous avez bien fait là-dedans, dit-il. Fletcher a bien fait, dit-elle. Fletcher a fait ça 100 fois. Gideon regarda la rue. Vous avez fait quelque chose de différent. Vous avez trouvé ce que personne d'autre n'a trouvé. Il resta silencieux un moment. Clara vous aurait apprécié. Elle ne savait pas quoi faire de ça. Alors elle ne fit rien. Elle se tenait sur les marches dans le froid et regardait Wyatt amener le chariot de là où il avait attaché les chevaux. Et elle pensa à la lettre dans le tiroir du bureau de Gideon et au romarin sur le rebord de la fenêtre de la cuisine et à la question de ce qui allait se passer ensuite. Car Price avait raison. Ce n'était pas fini. Mais ce n'était plus ce que c'était. Il y a 2 mois non plus. Il y a 2 mois, c'était une femme sur un banc avec 31 $ et un plan ruiné, et une maison qui s'était tue, et une famille qui était partie avec elle. Maintenant, il y avait un combat, un vrai, avec de vrais documents et un vrai avocat, et quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Elle resserra son manteau contre le vent de la montagne et descendit les marches vers l'endroit où Wyatt attendait avec le chariot. Le délibéré du comité dura 11 jours. Adeline les compta, pas de manière obsessionnelle. Elle avait assez à faire pour que l'obsession ne soit pas possible, mais elle était consciente du nombre, comme on est conscient d'un son qui ne s'est pas arrêté. Le ranch suivait ses rythmes ordinaires autour d'elle. Le bétail, les clôtures, le poêle à bois, la cave à légumes qui se vidait à mesure que l'hiver s'installait pleinement. L'amélioration lente mais réelle de Gideon qu'elle avait cessé d'appeler une surprise et commençait à appeler une tendance. Mais sous tout cela, il y avait le décompte. 11 jours sans savoir. Fletcher était retourné à Durango le matin après l'audience. Il lui avait laissé des instructions et une évaluation honnête, ce qu'elle avait apprécié plus qu'un faux réconfort. Le comité est mal à l'aise, avait-il dit, debout près de son chariot de location, son souffle formant des nuages dans le froid. Mal à l'aise ne signifie pas qu'ils statueront correctement. Ça signifie qu'ils préféraient ne pas statuer du tout. La pression du côté de Meridian les poussera dans une direction. Les preuves de notre côté poussent dans l'autre. Ce qui sortira de cette pièce nous en dira long sur la profondeur de cette affaire. Elle y pensa chacun des 11 jours. L'avis arriva un mercredi, apporté de la ville par un des ouvriers du ranch qui s'était arrêté au bureau de poste en revenant d'une course. Il le tendit à Wyatt dans la cour, et Wyatt entra directement sans s'arrêter pour enlever son manteau. Adeline était à la table de la cuisine. Gideon était dans le salon.
Wyatt posa l'enveloppe sur la table devant elle sans l'ouvrir. Ce qu'elle comprit n'être pas de l'évitement mais autre chose. Un geste pour lequel elle n'eut pas immédiatement de nom. Elle l'ouvrit. Elle la lut 2 fois, puis elle la posa à plat et regarda Wyatt. Le comité a suspendu l'examen administratif en attendant une enquête au niveau de l'État sur la modification de 1879, dit-elle. Ils ont renvoyé le lien avec Creel au bureau foncier territorial pour enquête. Wyatt ne dit rien. Ce n'est pas une victoire, dit-elle. Pas encore. Mais il ne statue pas en faveur de Meridian. Il demande à l'État d'examiner la situation, ce qui signifie qu'il croit qu'il y a quelque chose à examiner, dit Wyatt. Oui. Il posa ses mains sur le dossier de la chaise en face d'elle et resta là un moment. Elle pouvait le voir réfléchir à ce que cela signifiait, de la même manière qu'elle y avait réfléchi. Le soulagement et la prudence tenus dans le même souffle, car c'était une bonne nouvelle enveloppée dans plus d'attente. Gideon apparut dans l'embrasure de la porte. Wyatt lui raconta. Le vieil homme écouta, les bras croisés sur sa poitrine et les yeux fixés quelque part au-delà d'eux deux, de cette manière qu'il avait quand il réfléchissait intensément. Quand Wyatt eut fini, Gideon resta silencieux un long moment. Le bureau foncier territorial, dit-il, ce n'est plus le comté. C'est un tout autre niveau de contrôle. Oui, dit Adeline. Meridian n'aimera pas ça. Non, ils n'aimeront pas. Il la regarda. Que font-ils quand ils n'aiment pas quelque chose? C'était la question avec laquelle elle était assise toute la matinée. Ils essaieront de trouver un accord avant que l'enquête n'aille trop loin, dit-elle. Si les enquêteurs de l'État commencent à éplucher les dossiers de Meridian dans la région, ils pourraient trouver d'autres propriétés où le même schéma apparaît. Éviter cette exposition vaut plus pour eux que ce que coûte ce ranch. Alors ils reviennent avec de l'argent, dit Wyatt. Probablement. Plus que la première offre. Et nous disons non, dit Gideon. Ce n'était pas une question. Adeline le regarda. C'est votre décision, dit-elle. La vôtre et celle de Wyatt. Un règlement mettrait fin à tout ça plus rapidement et sans les frais d'un litige continu. Gideon regarda Wyatt. Quelque chose passa entre eux qui n'avait pas besoin de mots. Le genre de communication qui s'accumule entre deux personnes qui ont vécu dans la même maison pendant des années, même si ces années ont été difficiles. Puis Wyatt regarda Adeline. Nous disons non, dit-il. Le coup suivant de Meridian ne fut pas ce à quoi il s'attendait. Il ne vint pas par des avocats ou des avis formels, mais par la ville elle-même. Adeline se rendit à Redstone Pass 10 jours après l'avis de suspension du comité. Elle y alla avec Wyatt pour prendre des provisions et s'arrêter au bureau de poste. Elle remarqua le changement dans l'air avant de pouvoir identifier ce qui avait changé. Quelque chose dans la façon dont les conversations s'arrêtaient quand ils passaient. Quelque chose dans le non-regard prudent de 2 femmes devant la boutique de la couturière. Au magasin général, le propriétaire, un homme solide nommé Purdy, qui avait toujours été neutre de la manière confortable des hommes dont les affaires dépendent de n'avoir aucun ennemi, fut étrangement bref avec elle pour la commande de provisions. Il la prépara correctement, la factura équitablement et ne dit rien de mal. Mais la chaleur qui s'était insinuée dans ses manières au cours des 2 derniers mois avait disparu. Elle le remarqua. Elle ne dit rien. Au bureau de poste, en récupérant une lettre de Fletcher, elle entendit 2 hommes dans la conversation voisine dont elle ne connaissait pas les noms. Entendu que l'ouvrier du ranch est parti, il a dit qu'il y avait des problèmes. Quel genre de problème? Financier. Il a dit que Calloway doit de l'argent sur le bail du pâturage nord qu'il n'a pas réglé. Elle garda son visage exactement comme il était, prit sa lettre et sortit. Dans le chariot, elle raconta à Wyatt ce qu'elle avait entendu. Sa mâchoire se crispa de la manière dont elle le faisait quand il était en colère et le gérait. Il n'y a pas de dette sur le bail du pâturage nord, dit-il. Nous l'avons payé en octobre. Je sais, dit-elle. As-tu le reçu? Il la regarda. As-tu un reçu écrit prouvant que tu l'as payé? Dit-elle plus lentement. C'était un accord verbal, comme toujours. Elle ferma brièvement les yeux, non pas de désespoir, mais pour se recalibrer, comme quelqu'un qui vient de trouver un nouveau problème et pense déjà à la manière de le résoudre. Qui détient ce bail? Un homme nommé Gruber. Il possède les terres de pâturage à l'est de chez nous. Nous les louons depuis 8 ans. Gruber a-t-il déjà eu affaire à Meridian? Wyatt resta silencieux un moment. Trop longtemps. Wyatt. Gruber a parlé à Renner au printemps dernier, dit-il. Je n'y ai pas beaucoup pensé à l'époque. Beaucoup de gens parlent à Renner. Nous devons voir Gruber aujourd'hui, dit-elle. La propriété de Gruber se trouvait à 5 kilomètres à l'est du ranch Calloway. Une exploitation modeste qui avait toujours survécu grâce aux revenus des baux de ranch comme celui des Calloway, autant que de son propre bétail. Gruber lui-même était un homme corpulent d'une 60aine d'années, au visage pas méchant, mais, à ce moment précis, profondément mal à l'aise. Il les accueillit dans sa cour, son chapeau à la main. Ce qu'Adeline avait fini par comprendre comme un signal universel d'un homme qui a quelque chose à vous dire qu'il préférerait ne pas dire. « Walt, dit Wyatt, j'entends quelque chose en ville à propos d'une dette sur le bail du pâturage nord. Je veux savoir d'où ça vient. » La mâchoire de Gruber travailla. « Wyatt, je. » Il s'arrêta. Il regarda Adeline, puis de nouveau Wyatt. « Quelqu'un est venu me voir il y a 2 semaines. Il m'a dit que votre situation avec les droits sur l'eau allait entraîner la mise sous séquestre du ranch, et que je devais me protéger en documentant toutes les obligations en suspens. Qui est venu vous voir? Un homme plus jeune. Il n'a pas donné son nom, je crois. Il tourna son chapeau. Il a dit que le paiement du bail que vous avez fait en octobre pourrait ne pas être valide si le ranch faisait l'objet d'une procédure judiciaire formelle.
Il a dit que les montants en suspens pourraient être reclassés. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, dit Adeline. Gruber la regarda. Un paiement de bail que vous avez reçu n'est pas récupérable par un tiers sur la base d'un litige distinct, dit-elle. Quiconque vous a dit ça s'est trompé ou a menti. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de dette en suspens. Wyatt a payé en octobre. Si vous êtes prêt à signer une déclaration confirmant la réception de ce paiement, cela clôt l'affaire avant qu'elle ne devienne quelque chose. Le malaise de Gruber s'intensifia visiblement. Ils ont dit que je pourrais être appelé comme témoin dans l'enquête de l'État. C'est possible, dit Adeline. Si l'enquête révèle que Meridian a fait pression sur les propriétaires terriens de cette région dans le cadre d'un stratagème coordonné, votre témoignage sur cette conversation serait pertinent. Elle fit une pause, puis adoucit sa voix car elle pouvait voir la peur sincère sur le visage de l'homme. Vous n'avez rien fait de mal, Monsieur Gruber. Si on vous a approché et dit quelque chose de faux pour vous pousser à agir contre les Calloway, ce n'est pas vous qui êtes en difficulté. C'est la personne qui est venue vous voir. Le chapeau tourna 2 fois de plus dans ses mains. Je signerai votre déclaration, dit-il, et je vous dirai le nom de l'homme parce que je le connaissais, Price. Il m'a donné une carte. Wyatt regarda Adeline. Merci, Walt, dit-elle. Elle écrivit à Fletcher le soir même. La lettre faisait 4 pages et couvrait la visite de Gruber, les rumeurs en ville et son analyse de ce que Meridian faisait. Ce qui n'était pas, croyait-elle maintenant, simplement de se battre sur le plan juridique. Il mettait la pression de tous les côtés simultanément. L'affaire juridique était un front. Attaquer la réputation financière du ranch en était un autre. Si les Calloway ne pouvaient pas maintenir leur beau, ne pouvaient pas faire affaire en ville, ne pouvaient pas retenir leurs ouvriers, la victoire juridique n'aurait pas d'importance, car le ranch se serait déjà effondré de l'intérieur. Elle l'écrivit simplement, sans drame. Puis elle resta assise au bureau un moment après avoir scellé la lettre. Elle regarda le romarin sur la fenêtre et pensa à ce qu'elle manquait d'autre. Wyatt la trouva là 1 heure plus tard. « Tu devrais dormir », dit-il depuis l'embrasure de la porte. « Je vais le faire. » Il entra dans la pièce et s'assit sur la chaise en face du bureau. La même chaise où il s'était assis la première fois qu'elle lui avait montré l'anomalie dans les documents sur l'eau. Il avait l'air fatigué, comme quelqu'un qui est fatigué depuis longtemps et a presque cessé de le remarquer. « Comment fais-tu » demanda-t-il. Elle leva les yeux. « Faire quoi ?»« Rester lucide. Quand tout arrive de 3 directions à la fois, tu restes lucide. Je te regarde faire et je ne sais pas comment. » Elle y réfléchit honnêtement, car il avait demandé honnêtement et il méritait plus qu'une dérobade. « Je n'ai rien à perdre, » dit-elle. « C'est en partie pour ça. Quand je suis arrivé ici, j'avais 31 $, aucun plan et rien derrière moi qui vaille la peine d'y retourner. Quand on n'a rien à protéger sauf le travail devant soi, le travail devient plus simple. » Il resta silencieux un moment. « Tu as des choses à perdre maintenant. » Elle le regarda. « Les archives dans ce bureau, » dit-il. « La cuisine. Mon père. » Une pause. « Tu as des choses ici maintenant, Adeline. Tu le sais. » Elle soutint son regard. Ce n'était pas facile à soutenir. Non pas parce que c'était inconfortable, mais parce que c'était le contraire, ce qui était sa propre forme de difficulté. « Je le sais, » dit-elle. Il hocha la tête une fois, lentement, comme on hoche la tête quand on n'est pas tout à fait sûr de ce qui va suivre, mais qu'on a dit ce qui devait être dit. Il se leva. « J'écrirai à Fletcher demain matin, plus vite que la poste. Les routes sont verglacées. Elles seront pires dans 1 semaine. » Il se dirigea vers la porte. « Verrouille le bureau quand tu auras fini. » Et dort. Il monta à l'étage. Elle resta assise au bureau quelques minutes de plus, écoutant le ranch s'installer dans ses bruits nocturnes. Puis elle verrouilla le bureau, prit la lampe à l'étage et alla se coucher. Fletcher arriva de nouveau à Redstone Pass 4 jours après que Wyatt lui eut écrit. Cette fois, pas seul. Il amena avec lui un homme nommé Aldous Crane, qui fut présenté comme un enquêteur foncier fédéral de Denver. Sa présence dans la petite ville par un matin de janvier glacial généra le genre d'alarme silencieuse qui se propage dans une communauté plus vite que n'importe quel journal. Crane n'était pas un homme spectaculaire. Il était de taille moyenne, de couleur moyenne, le genre de personne qui ne se démarquerait pas dans une pièce pleine de gens. Ce qui, Adeline le soupçonnait, était professionnellement intentionnel. Il s'assit à la table de la cuisine et posa des questions pendant 2 heures. Il nota tout dans un petit carnet en cuir sans commentaire éditorial. Au bout de 2 heures, il demanda à voir les documents originaux. Le dépôt de 1871, la lettre de Gideon, la modification, tout. Elle les apporta du bureau. Il examina chacun d'eux avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il regarde. « La signature sur cette modification, » dit-il, en tenant le document de Creel, « nous avons déjà vu ce nom. » « Le lien avec le conseil fondateur de Meridian, » dit Adeline. Oui, il le posa. Et dans 3 autres comtés. Il le dit sans inflexion, comme un fait, comme si ce n'était pas quelque chose qui rendait la pièce plus petite. Le même schéma. Un membre du conseil de l'eau. Une modification déposée après objection ou sans notification. Une vente ultérieure de cet accès à l'eau à une entité affiliée à Meridian. La cuisine était très silencieuse. « Combien de propriétés ?» demanda Wyatt. « Nous sommes encore en train de l'établir, » dit Crane. Il ferma son carnet. « Je veux être clair sur ce que cela signifie pour votre situation spécifique. L'enquête que je mène est d'envergure fédérale. Votre cas, les preuves que vous avez rassemblées, c'est ce qui nous a donné assez pour ouvrir cette enquête. Mais le résultat de l'enquête et la résolution de votre revendication foncière sont des procédures distinctes. Ce qui signifie que nous pourrions aider à les faire tomber et quand même perdre leur ranch, » dit Gideon. Il était à table aussi, ce qui était devenu la configuration normale pour les conversations sérieuses.
eux trois, plus quiconque le moment exigeait. La suspension de l'examen administratif par le Conseil de l'État protège votre statut actuel, dit Crane. La position de Fletcher est que l'invalidité de la modification, compte tenu de l'objection documentée, est assez forte pour demander la restauration complète de l'acte original. Je suis d'accord avec cette évaluation. Il fit une pause. Mais je ne peux pas vous faire de promesses que je ne suis pas autorisé à faire. Compris, dit Adeline. Crane la regarda. Ces documents, l'organisation, les annotations, la chronologie que vous avez construite. Il indiqua les pages qu'elle avait disposées pour lui, toutes avec des références croisées, toutes datées, le récit de ce que Meridian avait fait exposer dans une séquence que toute personne d'intelligence raisonnable pourrait suivre. Avez-vous fait ça vous-même? Oui. Avez-vous déjà fait ce genre de travail? Je tenais les comptes, dit-elle. Ce n'est pas si différent. Il la regarda un moment de la manière scrutatrice dont Fletcher l'avait regardée, dont Price l'avait regardée, dont la plupart des hommes la regardaient quand elle disait quelque chose qui tombait différemment de ce qu'ils attendaient d'elle. Elle avait cessé de trouver ce regard offensant. C'était juste une information. Une information sur ce qu'ils avaient supposé avant qu'elle n'ouvre la bouche, ce qui était utile à savoir. J'aimerais des copies de tout, dit Crane, et j'aimerais parler au greffier du comté, Abbott. Aujourd'hui, si possible. Je vous y emmène, dit-elle. Le trajet en ville avec Crane fut silencieux. La route dure de boue gelée, le ciel d'un blanc plat d'un après-midi de janvier qui a décidé de se passer de soleil. Il lui posa quelques questions en chemin, sur la chronologie de son arrivée au ranch, sur le moment où elle avait trouvé les documents, sur la visite de Gruber. Elle répondit précisément, sans élaboration. Au bureau du comté, la réaction d'Abbott aux lettres de créance fédérale de Crane fut un mélange complexe de soulagement et de terreur. L'expression d'un homme qui sait que quelque chose ne va pas depuis des années et qui attend à la fois que ce soit réglé et que ça le dépasse sans le toucher. Abbott sortit tous les documents qu'il avait concernant les dépôts régionaux de Meridian sans qu'on lui demande tous. Ça, pensa Adeline, en disait long sur la conscience d'Abbott. La conversation entre Abbott et Crane dura 40 minutes. Adeline attendit dehors sur le même banc où Wyatt l'avait attendu des mois auparavant. Elle pensa à tout ce qui avait changé depuis et si elle avait correctement planifié ce qui restait à faire. Quand Crane sortit, il s'arrêta sur la marche à côté d'elle. Le greffier a la documentation de 4 dépôts de modifications distincts dans ce comté qui suivent le même schéma, dit-il. Tous dans une période de 2 ans à la fin des années 70, tous signés par Creel. Et Creel a démissionné en 1880, dit-elle. Oui, peu de temps après le dernier dépôt. Il referma son manteau contre le froid. Madame Mercer, je veux être direct avec vous. Les preuves dans l'affaire Calloway constituent le dossier le plus complet et le mieux organisé que j'ai vu dans ce type d'enquête. La revendication du ranch est solide. Je crois que le résultat le reflètera. Elle le regarda fixement. Mais, le coin de sa bouche bougea, le processus prendra du temps, des mois, peut-être plus. Meridian contestera tout ce qu'ils peuvent contester. Ils ont des ressources et ils les utiliseront. Il fit une pause. Je voulais que vous l'entendiez de moi directement plutôt que de le découvrir au cours de la procédure. J'apprécie, dit-elle. L'organisation que vous avez mise en place est ce qui va maintenir cette affaire lorsque ça deviendra compliqué, dit-il. Ne laissez personne toucher à ses originaux. Il alla chercher son cheval. Elle resta assise sur le banc un moment de plus dans le froid de janvier. Elle regardait la rue principale de Redstone Pass avec sa boue familière et son enseigne d'hôtel inachevée. Et elle pensa à des mois de plus de cela, l'attente, les lettres et la gestion prudente des choses qui pourraient mal tourner. Elle pensa à Gideon à table ce matin, qui avait mangé un petit déjeuner complet puis était allé à la grange avec Wyatt pour examiner une réparation de clôture, ce qu'il n'avait pas fait depuis 2 ans. Elle pensa au romarin sur la fenêtre qui était maintenant assez substantiel pour qu'elle ait dû le tailler, et aux boutures qu'elle avait séchées et mises dans le garde-manger. Des mois de plus. D'accord, elle avait fait des choses plus difficiles avec moins. La lettre de Fletcher confirmant la pétition formelle du Conseil de l'État pour la restauration de l'acte arriva fin février. Il l'avait déposée au nom de Gideon Calloway, unique titulaire de l'acte, citant des preuves documentées de fraude procédurale dans la modification de 1879. Le Bureau foncier de l'État avait accepté la pétition. L'affaire était maintenant officiellement devant un arbitre de l'État, ce qui la retirait entièrement du processus au niveau du comté que Meridian avait passé des années à cultiver. Wyatt lut la lettre à table, puis il la tendit à Gideon. Gideon la lut. Il resta assis avec elle dans ses mains un moment, regardant le langage formel qui disait, à sa manière bureaucratique et prudente, que quelqu'un avec une autorité réelle avait examiné ce qui était arrivé à sa terre et avait trouvé que cela valait la peine d'être traité. Ses mains n'étaient pas tout à fait stables. « Ce n'est pas fini », dit Adeline. Elle le dit doucement car elle ne voulait pas qu'il mette son poids sur quelque chose qui n'était pas encore terminé. « Je sais », dit-il, « mais ça… » Il s'arrêta. Il aplatit la lettre sur la table avec ses 2 mains et la regarda. Et pour la première fois depuis son arrivée à ce ranch, elle vit quelque chose sur le visage de Gideon Calloway qui n'était ni du chagrin, ni de l'entêtement, ni le rationnement prudent d'un homme gérant sa propre diminution. Il avait l'air soulagé. Il avait l'air, brièvement et purement, d'un homme qui a porté quelque chose dans ses bras pendant très longtemps et qu'on vient de lui permettre de le poser. Il plia la lettre soigneusement. Il regarda Adeline. « Clara vous aurait apprécié », dit-il de nouveau, les mêmes mots qu'il avait prononcés sur les marches en décembre. Mais cette fois, ils tombèrent différemment, non pas comme un compliment fait en passant, mais comme quelque chose de réfléchi et de sincère. Elle ne le détourna pas cette fois.
Merci, Gideon, dit-elle. Il se leva de la table et alla dans le salon, et quelques minutes plus tard, elle l'entendit dans son fauteuil près de la fenêtre. Et puis elle entendit quelque chose qu'elle n'avait pas entendu depuis les 4 mois qu'elle vivait dans cette maison, le son de lui fredonnant quelque chose. Vieux et bas et à peine audible, le genre de chanson qui n'a pas de titre car elle n'a jamais été écrite nulle part, juste portée dans la poitrine d'une personne jusqu'à ce qu'elle en ait besoin. Wyatt, de l'autre côté de la table, regarda le plafond un moment avec l'expression de quelqu'un qui essaie d'empêcher son visage de faire quelque chose. Puis il regarda Adeline. « Merci », dit-il. Simple, direct, sans élaboration. Elle hocha la tête une fois. Dehors, Février faisait ce que Février fait dans les montagnes du Colorado, pressant fort contre tout ce qui veut rester debout. Et à l'intérieur, dans la cuisine du ranch Calloway, la lampe brûlait et le romarin poussait dans la jardinière. Et quelque part, dans le salon, un vieil homme fredonnait une chanson que sa femme avait aimée. Et le monde n'était pas encore réparé, loin de là, mais il avait tourné d'un degré ou deux vers quelque chose de mieux. C'était assez pour l'instant. Elle avait appris à le comprendre, toujours à quoi ressemblait assez. Pas complet, pas parfait, juste tourné dans la bonne direction. Elle débarrassa la table et commença le souper. L'arbitrage prit 4 mois de plus. Adeline le savait. Crane le lui avait dit, Fletcher le lui avait dit, et sa propre lecture de la façon dont ces choses avançaient lui avait dit la même chose. Mais savoir qu'une chose prend du temps et vivre ce temps sont 2 expériences différentes. Et la différence se ressent surtout aux petites heures, quand le ranch est silencieux et que l'esprit refuse de suivre le corps dans le sommeil. Elle devint meilleure à attendre. C'était la façon honnête de le dire. Non pas que l'attente devint facile, mais elle devint meilleure à cela. Comme on devient meilleur à tout ce qu'on est forcé de pratiquer assez longtemps. Elle tenait les archives à jour. Elle correspondait avec Fletcher toutes les 2 semaines. Elle répondait aux demandes occasionnelles de documentation supplémentaire de Crane avec la même précision organisée qu'elle avait appliquée depuis le début. Et elle gérait la maison, qui avait depuis longtemps cessé de ressembler à un travail, et avait commencé à ressembler à ce qu'elle était. Un endroit où elle vivait avec des gens envers qui elle était devenue responsable de manière qu'aucun arrangement formel n'avait spécifié. Mars arriva en force des montagnes et repartit en douceur. Avril apporta la boue, l'herbe nouvelle et la première vraie chaleur sur la fenêtre de la cuisine orientée au sud. Là, le romarin avait poussé si densément qu'elle en avait propagé 2 nouvelles pousses. Mai arriva et avec lui une lettre de Fletcher qui était de nature différente de toutes les lettres précédentes. Plus courte, plus dense, l'écriture légèrement moins soignée, comme si elle avait été écrite rapidement parce que ce qu'elle contenait était urgent. Elle la lut une fois, debout au bureau. Puis elle s'assit et la relut. L'arbitre de l'État avait rendu une conclusion préliminaire. La modification de 1879 de l'acte de droit sur l'eau des Calloway avait été jugée procéduralement invalide, en raison de l'objection préalable documentée du titulaire de l'acte. Le dépôt original de 1871 était restauré comme document opérant. Toutes les revendications dérivées de la classification modifiée, y compris les droits antérieurs affirmés par Meridian sur l'accès au North Creek, étaient suspendus. En attendant le résultat de l'enquête fédérale plus large, suspendu n'était pas la même chose que rejeté. Fletcher le disait clairement et elle le respectait de ne pas l'enjoliver. Mais suspendu en attendant l'enquête fédérale signifiait que Meridian ne pouvait pas agir sur les droits de l'eau pendant que le bureau de Crane travaillait. Et le bureau de Crane, selon toutes les indications, travaillait dur. Elle posa la lettre sur le bureau et resta assise avec elle un moment. Puis elle alla trouver Wyatt. Il se trouvait dans le pâturage sud, là où il était la plupart des matins de mai, vérifiant les clôtures, déplaçant le bétail vers l'herbe nouvelle. Le travail ordinaire et productif d'un ranch qui avait traversé un hiver difficile et qui était, contre toute attente il y a 6 mois, toujours debout. Elle marcha vers lui à travers le pâturage dans ses bottes de travail. La boue tira encore sur ses talons et le soleil du matin chaud sur son dos. Il la vit venir de loin et lut quelque chose dans sa façon de marcher, car il arrêta ce qu'il faisait et attendit. Elle lui tendit la lettre. Il la lut, debout dans le pâturage, une main protégeant ses yeux du soleil de mai. Elle observa son visage pendant qu'il lisait. Elle observa son immobilité prudente, puis la chose qui bougea en dessous quand il atteignit la conclusion. Il la lut 2 fois, puis il la plia et la tint. « Ce n'est pas fini », dit-elle. « Non. » Il regarda la lettre dans sa main. Mais c'est proche. C'est plus proche que ça ne l'était. Il la regarda. Le soleil était derrière elle et il était difficile de lire clairement son expression. Mais elle lisait le visage de cet homme depuis 7 mois maintenant, et elle savait ce que signifiaient les différentes versions de son silence. Ce n'était pas le silence d'un homme traitant une information. C'était le silence d'un homme qui a quelque chose à dire et n'a pas encore décidé de le dire. « Viens, » dit-elle. « Allons le dire à ton père. » Gideon était dans le potager. C'était en soi une chose digne d'être notée. Il était dans le potager tous les matins depuis 3 semaines maintenant, se déplaçant prudemment le long des rangs avec une houe qu'il avait trouvée dans la grange et qui avait appartenu à Clara, retournant la terre, arrachant les premières mauvaises herbes, faisant le travail lent et délibéré d'un homme qui a décidé qu'il a des choses à faire. Le docteur était venu en avril pour sa visite mensuelle. Il était resté dans la cour après, parlant à Wyatt avec une expression de perplexité sincère, car l'homme qu'il avait examiné ce matin-là n'était pas l'homme qu'il examinait depuis 2 ans. Le corps, Adeline en était venue à le croire, suit l'esprit de manière plus fiable que quiconque ne le pense. Donnez une raison à une personne et elle trouvera un moyen.
Elle l'appela depuis la porte du jardin. Il se redressa lentement, une main appuyée sur la houe, et regarda son visage, puis Wyatt derrière elle, et il vint. Ils s'assirent sur le porche et elle lui lut à haute voix la section clé de la lettre de Fletcher. Et quand elle eut fini, Gideon s'assit, les mains sur les genoux. Il regarda l'extrémité nord de la propriété où le ruisseau coulait, argenté et brillant dans le matin de mai. « Restauré », dit-il. « Comme document opérant, oui. Qu'est-ce que ça veut dire en langage simple? Ça veut dire que la loi dit que c'est à nous, comme ça l'a toujours été, dit Wyatt. Ce qu'ils ont fait en 1879 ne compte pas. » Gideon resta silencieux un moment. « Et Meridian? L'enquête fédérale est en cours, dit Adeline. Le bureau de Crane examine des propriétés dans 4 comtés. Le schéma que nous avons documenté ici a été trouvé dans au moins 7 autres cas. C'est une grande enquête maintenant. Les avocats de Meridian ont essayé de négocier une résolution avec le bureau fédéral. Elle fit une pause. L'analyse de Fletcher est qu'ils préféreront un accord plutôt que d'aller en procès. L'exposition est trop grande. Ce qui signifie qu'ils s'en vont, dit Gideon. Ce qui signifie qu'ils payent et qu'ils s'en vont, dit-elle. Ce qui n'est pas la même chose que rien. Il hocha la tête. Sa mâchoire travaillait de cette manière qu'elle avait quand il retournait quelque chose qu'il n'était pas prêt à mettre en mots. Puis il dit « Je veux marcher jusqu'au North Creek ». Wyatt le regarda. « C'est à 1 kilomètre. Je sais à quelle distance c'est. Je l'ai marché tous les jours pendant 30 ans. » Il se leva de la marche du porche sans se presser. « Venez avec moi ou non ?» Ils allèrent avec lui. Cela leur prit près d'1 heure car le rythme de Gideon était le sien et ils s'y adaptèrent sans commentaire. Le chemin montait à travers le pâturage nord et dans la lisière des arbres, là où les pins pignons laissaient place aux trembles et où le sol devenait plus mou sous les pieds. Puis il descendait une courte pente jusqu'à l'endroit où le ruisseau coulait, peu profond et froid, sur des pierres pâles. Coulant comme il avait toujours coulé, indifférent à tout ce qui avait été débattu à son sujet dans les bureaux de comté, les audiences d'État et la correspondance fédérale. Gideon se tenait au bord, ses bottes juste avant l'eau. Il resta là un moment. Ni Wyatt ni Adeline ne parlèrent. « J'ai rencontré Clara à un bal dans le Missouri, » dit-il finalement. C'était la meilleure danseuse de la salle, et elle le savait, et elle se fichait que vous le sachiez aussi. J'ai dansé avec elle 3 fois, et à la fin de la 3e danse, je lui ai dit que j'allais vers l'ouest et que j'allais construire quelque chose. Et je voulais savoir si elle viendrait. Il resta silencieux un moment. Elle a dit qu'elle y réfléchirait. Elle m'a fait attendre 1 semaine, puis elle a dit oui. Il ramassa une pierre au bord du ruisseau et la fit tourner entre ses doigts. Nous avons transporté de l'eau jusqu'à ce lit de ruisseau les 2 premiers étés parce qu'il n'y avait pas assez de débit. Nous l'avons transporté dans des seaux depuis le puits, qui était à un demi-kilomètre au sud. 2 étés de ça avant que la neige en amont ne s'accumule assez pour le maintenir en activité toute l'année. Il tourna la pierre. J'ai pensé à ce ruisseau d'une manière que la plupart des gens ne pensent pas à l'eau. À ce que cela signifie de l'avoir et à ce que cela signifierait de ne pas l'avoir. Il reposa la pierre au bord de l'eau. « C'est à nous », dit-il. Il le dit sans drame. Il le dit comme on énonce un fait qui ne nécessite pas de décoration. Quoi qu'ils aient essayé d'en faire, c'est à nous. Il regarda Adeline. « Grâce à vous. » Elle commença à dire ce qu'elle disait habituellement dans ces moments-là. Que c'était Fletcher, que c'était Crane, que c'était les documents eux-mêmes. Et puis elle s'arrêta, car Gideon avait raison, et le détourner était une forme de malhonnêteté qu'elle ne pouvait plus tout à fait justifier. « Oui, » dit-elle, « j'ai aidé. » Il la regarda un moment avec quelque chose dans son visage qui n'était pas l'évaluation gardée et épuisée de l'homme qu'elle avait rencontré en novembre. C'était plus ancien que ça et plus clair. « Vous êtes venu ici avec rien, » dit-il, « et vous nous avez tout donné. » Elle regarda le ruisseau et ne dit rien. C'était assez. L'enquête fédérale se termina en septembre. Meridian Land and Water conclut un accord de règlement avec le Bureau foncier territorial. Il impliquait des pénalités financières substantielles, la dissolution de toutes les revendications d'eau contestées dans les comtés concernés, et la restitution des propriétés où des modifications frauduleuses avaient entraîné des ventes forcées. 3 personnes liées aux opérations régionales de la société firent face à des poursuites judiciaires distinctes. Le nom de Doyle Renner apparut dans les documents de règlement dans un contexte qui suggérait que sa carrière dans la spéculation foncière était terminée. Creel, qui fut retrouvé vivant au Nouveau-Mexique, avait 71 ans et était en mauvaise santé. Il coopéra avec les enquêteurs en échange de considérations que les documents publics ne spécifiaient pas. Son témoignage confirma ce que la piste papier avait déjà établi, qu'il avait été dirigé, compensé et pressé par les fondateurs de Meridian pour déposer des modifications sans notification appropriée sur une période de 7 ans. Fletcher envoya une lettre quand ce fut final. 3 phrases. L'acte des Calloway est libre de toute charge. Toutes les revendications sont rejetées avec préjudice. Félicitations à vous tous. Elle l'a lu au bureau, puis l'a mis dans le dossier avec tout le reste. Les années de documents, les copies, les cartes à noter, la correspondance avec Crane, Fletcher et Abbott. Tout organisé comme elle l'avait organisé depuis le début. Puis elle ferma le dossier et resta assise un moment dans le salon silencieux. Elle essaya de comprendre ce qu'elle ressentait, ce qui était plus compliqué que du soulagement. Elle était venue dans cette maison avec un plan ruiné, un sac de voyage et 31 $. Le plan qui l'avait amené ici, Harold Voss, la robe empruntée, les lettres à la belle écriture. Tout cela semblait maintenant être arrivé à une personne dont elle se souvenait, mais avec qui elle n'était plus tout à fait continue. Non pas parce qu'elle était devenue quelqu'un d'autre, mais parce qu'elle était devenue plus pleinement elle-même. Et ce moi avait attendu en elle tout ce temps, n'ayant besoin que de la pression particulière de cette situation particulière pour se révéler pleinement. C'était ça, le truc quand on vous dit que vous n'êtes pas assez. Parfois,
ça vous brise. Et parfois, ça brise quelque chose qui avait besoin d'être brisé. Et ce qui en sort n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Elle avait 30 ans maintenant. Elle avait trouvé des documents falsifiés dans un tiroir coincé. Elle avait combattu une société foncière jusqu'à un règlement fédéral. Elle avait ramené un vieil homme en deuil au monde avec du romarin, du ragoût de bœuf et la décision de lui demander ce qu'il voulait au lieu de lui dire ce dont il avait besoin. Rien de tout cela n'était le plan. C'était mieux que le plan. Wyatt la trouva sur le porche ce soir-là. L'air de septembre avait encore de la chaleur, mais le tranchant était là. Ce tranchant du Colorado qui arrive les soirs de septembre le rappelle que les montagnes pensent toujours à l'hiver. Elle était assise sur la chaise à l'extrémité du porche, celle qui fait face au pâturage nord et à la lisière des arbres au-dessus. Avec une tasse de café refroidie dans les mains, il s'assit sur l'autre chaise sans demander. Ils avaient dépassé le stade de la demande depuis longtemps. Pendant un moment, ils restèrent simplement assis. Le soir s'installa autour d'eux. Les grillons dans l'herbe, un cheval qui bouge dans la grange, le silence spécifique d'un ranch à la fin d'une journée de travail. « J'ai réfléchi », dit-il. « À quoi? » Il regarda le pâturage un moment. Il avait le chapeau dans les mains, ce qu'elle remarqua. Et elle pensa à la première fois qu'elle l'avait vu sur le quai à Redstone Pass, chapeau à la main, réfléchissant à dire quelque chose ou non. Le geste n'avait pas changé, mais tout autour avait changé. À ce à quoi cet endroit aurait ressemblé si tu n'avais pas été sur ce quai, dit-il. Si Harold Voss avait été un homme différent, ou si tu étais remonté dans le train, ou si j'avais mis une demi-heure de plus au magasin ce matin-là. C'est beaucoup de si, dit-elle. Je sais, mais j'y pense. Il tourna le chapeau. Parce que j'aurais perdu ce ranch. Pas seulement les droits sur l'eau. Tout se serait effondré à la fin, comme les choses s'effondrent quand personne ne s'occupe des détails et que tout le monde est trop fatigué pour se battre. Et mon père aurait... Il s'arrêta. Il allait dans une direction qui n'allait pas bien finir. Il a trouvé son propre chemin pour revenir, dit-elle. Pas sans aide. Il la regarda. Pas sans que tu décides de cuisiner une marmite de soupe et de lui demander ce qu'il voulait. Elle regarda son café froid. Je ne suis pas doué pour ça, dit-il, ce qui était assez honnête pour qu'elle y prête l'attention qu'il méritait. Ça fait environ 3 mois que je me prépare à dire ça, et chaque fois que je m'en approche, je trouve une raison de faire autre chose à la place. Wyatt, laisse-moi. Il s'arrêta. Recommença. Tu es la personne la plus capable que j'ai jamais rencontrée, et je ne le dis pas comme les gens le disent pour être poli. Je veux dire que je t'ai vu traverser des choses qui auraient brisé la plupart des gens que je connais, sans te plaindre, tu ne demandes rien. Tu fais juste la chose suivante, puis la chose d'après. Et quelque part au milieu de te regarder faire ça, j'ai cessé de te voir comme la femme que j'ai embauchée et j'ai commencé à te voir comme. Il regarda le chapeau dans ses mains. Je ne connais pas les bons mots pour ce que j'ai commencé à voir en toi. Je sais juste que je ne pouvais pas supporter l'idée que tu partes. Le soir était très calme autour d'eux. Elle pensa à ce qu'elle voulait dire, puis elle décida de dire la chose réelle au lieu de la version gérable. J'ai cessé de penser à partir vers décembre, dit-elle, au moment de l'audience. J'ai réalisé que je me battais pour cet endroit comme s'il était à moi, et j'ai dû réfléchir à pourquoi c'était le cas. Et c'était parce que je le sentais comme le mien, dit-elle. La cuisine, les archives, la jardinière et ton père fredonnant dans son fauteuil. Je le sentais comme le mien parce que je m'y étais investi. Et c'est comme ça que les choses finissent par vous appartenir. Non pas parce que quelqu'un vous les donne, mais parce que vous vous y êtes tellement investi que la ligne entre vous et la chose disparaît. Wyatt la regardait maintenant. Il avait posé le chapeau sur la rampe du porche. J'ai longtemps pensé que la bonne vie était quelque chose qui vous arrivait si vous attendiez de la bonne manière, dit-elle. Une lettre avec une belle écriture, un homme qui vous avait fait venir, un plan que quelqu'un d'autre avait fait et dans lequel vous pouviez entrer. Elle fit une pause. Harold Voss m'a rendu service en s'en allant. Pas intentionnellement, mais il l'a fait. C'était un imbécile, dit Wyatt sans chaleur particulière. C'était un homme qui savait ce qu'il voulait, dit-elle. Je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Il m'a vu et a su que je n'étais pas ce qu'il voulait. Je préfère avoir ça dans les 5 premières minutes que dans les 5 premières années. Elle regarda Wyatt fixement. Dis la chose que tu es venu dire. Il la regarda en retour avec la même fermeté. Je veux que tu restes. Pas comme la gouvernante, pas comme la femme qui gère les archives, comme la personne que je veux à mes côtés pour le reste de ce que c'est. Il fit une pause. Je sais que ce n'est pas une chose facile à dire. Je n'ai pas besoin de facilité, dit-elle. J'ai eu de la facilité. La facilité, c'est un homme avec une belle écriture qui a quitté un quai. Le coin de sa bouche bougea. Oui, dit-elle. Il la regarda un moment comme pour s'assurer que le mot signifiait ce qu'il pensait qu'il signifiait. Oui, dit-elle de nouveau. Ils se sont mariés en novembre, 1 an et 3 semaines après le jour où elle était arrivée sur le quai de Redstone Pass, avec son sac de voyage et ses 31 $. Ce ne fut pas une grande cérémonie. Fletcher descendit de Durango, ce qui était inattendu et la toucha plus qu'elle ne le montra. Le Dr Briggs était là, celui qui avait gardé leurs documents en sécurité pendant l'hiver et n'avait rien demandé en retour. Une poignée d'ouvriers du ranch et quelques personnes de la ville qui avaient lentement compris que la femme du ranch Calloway n'était pas un arrangement temporaire et pas un sujet pour le genre de spéculation silencieuse à laquelle il s'était livré au début. Grubé vint. Il se tenait au fond et tenait son chapeau. Il croisa le regard d'Adeline une fois et lui fit un signe de tête qui signifiait plusieurs choses. Elle choisit de le recevoir comme des excuses et de l'appréciation à part égale. Gideon resta debout pendant toute la cérémonie. Il ne s'assit pas une seule fois, ce que le docteur lui avait déconseillé.
Et ce que Gideon avait reçu avec cette qualité spécifique de ne pas écouter qu'il réservait aux conseils qu'il avait déjà décidé d'ignorer. Il se tenait à côté de son fils, et quand ce fut terminé, il étreignit Adeline à bras le corps pendant un long moment sans parler. Quand il recula, ses yeux brillaient. « Eh bien, dit-il, car c'était un homme qui avait besoin de mots ordinaires pour couvrir de grands sentiments. Eh bien, acquiesça-t-elle. Le ranch changea après ça, et il changea vite, de la manière dont les choses changent quand l'obstacle a été enlevé, et que l'énergie dépensée à gérer l'obstacle est soudainement libre pour d'autres choses. La restauration des droits sur l'eau ouvrit des négociations avec 2 exploitations voisines qui avaient été prudentes quant aux arrangements tant que la situation juridique était incertaine. Au printemps suivant, le ranch Calloway avait plus de bétail qu'il n'en avait eu en une décennie, avec le pâturage nord et les terres de pâturage de l'est sous un bail en bonne et due forme, et l'accès à l'eau sécurisé d'une manière qu'il ne l'avait pas été légalement depuis 20 ans. Fletcher les aida à structurer les accords. Adeline tenait les archives. Elle tenait toutes les archives. Ce n'était pas le travail de la gouvernante. Ça n'avait jamais été dans un accord écrit. Mais c'était devenu le sien parce qu'elle était meilleure à ça que n'importe qui d'autre. Et parce qu'elle comprenait, d'une manière dont elle en était venue à comprendre la plupart des choses importantes de sa vie, que la différence entre une chose qui survit et une chose qui ne survit pas est presque toujours la qualité de l'attention qu'on lui porte. Elle s'occupait aussi du potager, l'agrandit le 2e printemps pour inclure le côté de la maison où le sol était meilleur. Et elle fit pousser assez pendant l'été pour faire des conserves pour l'hiver, avec assez de surplus pour en donner à 2 familles en ville qui traversaient une année difficile. Ce n'était pas calculé. C'était simplement ce qu'on fait quand on a plus que ce dont on a besoin et que les gens à proximité ont moins. Gideon, qui se déplaçait maintenant dans la maison et la cour avec une délibération qui était l'âge et non la défaite, prit en charge l'arrosage du potager le matin. Il avait des opinions sur le romarin qu'Adeline avait appris à recevoir avec patience. Il avait des opinions sur la plupart des choses. Elle en était venue à comprendre que ses opinions étaient sa façon d'être présent, d'être utile, d'insister sur sa propre pertinence continue dans le monde, et elle les recevait en conséquence. Il a vécu encore 6 ans. Ce furent de bonnes années, non sans difficulté, non sans les chagrins particuliers qui accompagnent le fait de voir le corps d'une personne retirer lentement sa coopération. Mais des années pendant lesquelles Gideon Calloway fut pleinement présent, pleinement lui-même, avec des gens autour de lui qui le connaissaient et une maison qui était revenue à la vie sous son toit. Il mourut au printemps, un matin où la fenêtre de la cuisine était ouverte et où l'odeur du jardin entrait, dans le fauteuil près de la fenêtre du salon où Adeline l'avait trouvé pour la première fois, ce qui semblait, d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait articuler mais comprenait complètement, être le bon endroit pour ça. Elle le pleura honnêtement. C'est la seule façon dont elle savait faire quoi que ce soit. Il y a une chose que les gens ne vous disent pas quand on construit une vie à partir de rien. C'est que ce rien n'est pas vraiment rien. C'est le poids accumulé de tout ce qui n'a pas fonctionné. Les mauvais plans, les mauvais hommes, les quais où les gens sont partis, les robes empruntées, les trajets en train froid et les 31 $ qui vous séparent de la ruine. Tout cela est du matériel. Tout cela est quelque chose à partir de quoi construire si vous pouvez résister à l'envie de n'y voir qu'une perte. Adeline Mercer était arrivée à Redstone Pass avec rien de ce qu'elle avait voulu et tout ce dont elle aurait finalement besoin. Elle avait eu besoin de la faim qui vient du fait de n'avoir aucune alternative. Elle avait eu besoin de l'entêtement qui vient du fait qu'on vous dit de 100 manières, directes et indirectes, que vous n'êtes pas le bon type de personne pour la vie que vous voulez. Elle avait eu besoin, bien qu'elle ne l'aurait pas dit ainsi, d'être lâchée dans un endroit difficile, avec seulement ses mains, son esprit et l'espace pour découvrir de quoi elle était vraiment capable. La plupart des gens sont capables de bien plus que ce que la vie qu'on leur a donnée ne le suggère. Ce n'est pas une chose confortable à croire car elle porte avec elle une responsabilité. La responsabilité d'essayer vraiment, de ne pas se contenter de la catégorie que quelqu'un d'autre vous a assignée, de ramasser votre propre sac de voyage quand l'homme quitte le quai et de trouver la suite. Il aurait été plus facile de pleurer sur ce quai. Il aurait été raisonnable de remonter dans le train. Personne ne l'aurait blâmé. Mais elle avait 31 $, une nature pratique et l'entêtement profond et discret d'une femme qui a été sous-estimée assez de fois pour avoir cessé de se soucier des opinions des gens qui ne voient pas au-delà de leur première impression d'elle. Et cela s'est avéré être suffisant, plus que suffisant. Cela s'est avéré être l'ensemble exact d'outils requis pour la situation exacte dans laquelle elle s'est trouvée. C'est le genre de choses qui ressemble à de la chance de l'extérieur. Mais de l'intérieur, on a l'impression qu'on nous pose enfin la question dont on porte la réponse en soi depuis toujours. Des années plus tard, assez d'années pour que les papiers juridiques soient jaunis, que Redstone Pass ait grandi et que l'enseigne de l'hôtel peinte à la main ait finalement été terminée et repeinte 2 fois. Une femme vint visiter le ranch. Elle était jeune, voyageant avec sa sœur, et elle avait entendu parler de l'affaire des droits sur l'eau par un cousin qui connaissait quelqu'un à Durango qui connaissait Fletcher. Elle demanda, avec la politesse prudente de quelqu'un qui n'est pas sûr d'avoir le droit de demander, s'il était vrai que le ranch avait été presque saisi par une société foncière et qu'une femme avait trouvé les preuves qui les avaient arrêtés. Adeline, qui était dans le potager à leur arrivée, essuya la terre de ses mains et vint les rencontrer à la porte. Quelque chose comme ça, dit-elle. Comment saviez-vous quoi chercher? Demanda la jeune femme. Adeline y réfléchit honnêtement, comme elle réfléchissait à tout. Je ne le savais pas, dit-elle. J'ai trouvé un tiroir coincé et je l'ai ouvert. Puis j'ai lu ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis la chose suivante et la suivante. Je ne savais pas ce que je cherchais avant de l'avoir trouvé.
Elle regarda la jeune femme un moment. La plupart des choses importantes fonctionnent de cette façon. On ne les trouve pas en cherchant quelque chose de spécifique. On les trouve en prêtant attention à ce qui est réellement devant soi. La jeune femme hocha la tête, comme on hoche la tête à quelque chose qui semble simple et ne l'est pas. Adeline les invita à prendre un café, car c'est ce qu'on fait quand quelqu'un vient chez vous. Elle mit la bouilloire à chauffer, coupa du pain et sortit le bon beurre. Et la cuisine sentait le romarin et la fumée de bois. Et dehors, le North Creek coulait comme il a toujours coulé, sur des pierres pâles dans l'après-midi du Colorado, appartenant aux gens qui s'étaient battus pour le garder, qui s'en occupaient et qui le transmettraient à ceux qui viendraient après. Voilà à quoi ressemblait la survie, dans sa forme la moins spectaculaire et la plus vraie. Pas le moment de crise, pas la décision de justice ou la preuve découverte, pas la bataille gagnée dans une salle publique. Juste la bouilloire sur le poêle, la porte ouverte et quelqu'un qui dit « Entrez, asseyez-vous, laissez-moi vous servir quelque chose de chaud ». C'est ce qu'elle avait construit. C'était assez. C'était, selon toute mesure honnête qu'elle pouvait appliquer, plus que suffisant. C'était tout.